Bonjour tout le monde, bienvenue dans les rubriques de G. C'est un plaisir de recommencer cette émission pour la 3e fois parce que ça a été... On a eu 3 petits faux départs, mais ça peut arriver et c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une autre émission consacrée aux intégrales de Spider-Man et aujourd'hui avec l'année 1970. On va en reparler tout de suite après, mais d'abord, laissez-moi accueillir comme il se doit le seul, l'unique, le plus grand défenseur et fan de Spider-Man de toute la métropole, l'incroyable Anto Webed. Comment ça va mon Anto ? The Amazing, gueule d'ange, bien sûr. Ça va peut-être pas la refaire. Alors, c'est vrai qu'on perd un peu la pratique, parce que si je dis pas de bêtises, ça fait quand même plusieurs mois qu'on n'a pas tourné. Et ça m'avait manqué. Parce que on s'est chauffé mutuellement, il faut le dire quand même, pour retourner cette émission avec la plus grande hype possible. Moi, je suis très très chaud à l'idée d'enregistrer cette émission. Voilà. Bah, moi aussi, pour de multiples raisons. Bah, déjà parce qu'on a terminé les années 60 et que, moi, ça m'avait vraiment fait quelque chose. Moi, alors, je vous le dis tout de suite, je suis dans l'émotion moi, avec Spider-Man. Hein. Mais un truc de fou, vraiment. Et ça m'avait vraiment fait quelque chose, en fait, de terminer les années 60, de me dire qu'on avait terminé quand même une décennie et qu'on avait lu, pour toi, relu, parce qu'on le répète, il y a 98% des épisodes que tu as déjà lus. On va voir que ce soir, il y en a peut-être un ou deux que tu connaissais pas, mais grosso modo, on va dire, allez, 8. mais c'est la première fois qu'il y a des épisodes en fait que tu connaissais pas. Et pour moi, on est vraiment sur une découverte en fait de cette période-là. Il y a de temps en temps un ou deux petits épisodes que j'ai pu lire dans des Special Strange Origins ou dans des conneries comme ça. Mais sinon, on est vraiment sur une découverte. Pourtant, je pense connaître quand même pas mal l'histoire de Spider-Man, parce qu'on en entend, parce qu'on en sait, par ce genre de trucs. Mais au final, je me rends compte, année après année, que beaucoup en fait de mes croyances et de ce que je pensais connaître en fait de l'histoire de Spider-Man, c'était faux. Ou alors c'était pas forcément aux bonnes dates, tu vois ce que je veux dire. Et on est vraiment dans l'émotion à chaque fois que je suis sur ces intégrales. Et notamment aujourd'hui particulièrement, parce qu'on est quand même, on ouvre une nouvelle décennie avec vous, et cette fois-ci, ce sera une décennie donc complète. On commence pas comme la dernière fois en 62, on commence en 1970, et je sais d'ores et déjà que c'est dans cette décennie qu'on va en plus devoir rajouter les spectaculaires Spider-Man. Exactement, ça y est. Donc double émission, donc le double cadence, et du coup, heureusement qu'on Et n'a pas plus fait de les vie. Fantastic Four. Voilà. Et oui, mais les Fantastic Four qui, alors je sais, j'ai toujours pas, alors j'ai lu le premier tome, j'ai pris toutes mes petites notes, je sais toujours pas en fait sous quelle forme faire cette petite émission. Je pense pas que je vais faire 2 heures tout seul comme ça, mais ça va plutôt être des petites vidéos d'une demi-heure. Je vais voir. Mais effectivement, j'ai très très envie de faire ce même chemin initiatique avec les 4 Fantastiques que j'adore aussi, mais où je connais pas du tout en fait les années 60, les années 70. Moi, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de connaissances sur Speedel et FF, on va dire à partir des années 80. Fin 70, début 80, je pense que c'est vraiment là où je commence à avoir quand même pas mal de pans de l'histoire. Et après les années 90, amenez-vous. Je suis à ceinture noire, pas du tout. Il y a plein de trucs que j'ai oubliés, mais les années 90, je les ai quand même beaucoup lus, pour le coup. Vraiment. Ah bah oui, c'était l'âge d'or pour toi. Oh, c'était contemporain pour moi. Qu'est-ce qu'on voulait dire Tu voulais dire quelque chose avant le début de l'émission ? Oui, parce que mine de rien, comme tu disais, il y a des épisodes que j'avais pas lus là-dedans. Je me suis procuré l'édition, on va dire la plus complète possible et la plus propre possible, parce que comme beaucoup d'intégrales de cette époque, il y a des épisodes qui n'ont pas été publiés de la plus belle des manières. Hein. Il y a pas mal de numéros avec des couleurs qui bavent. Ouais. Donc voilà, je me suis procuré, on va dire, l'intégrale qui était la moins catastrophique à ce niveau-là. Et j'ai pu du coup découvrir une partie de ces épisodes que je n'avais pas lu à l'époque, puisque j'avais lu l'un des événements marquants de cette année, sur lequel on va revenir évidemment en détail, en kiosque, puisque ça avait été republié en kiosque dans plusieurs éditions. Et je n'avais pas lu les 8 premiers épisodes de cette année-là. Ce sera le cas aussi pour 71, où je n'ai pas tout lu, et 72 de mémoire, où j'ai lu que partiellement. Mais du coup, c'était un plaisir et du coup une vraie découverte. Et c'est ce qui fait aussi que avant l'enregistrement, j'étais un petit peu, vu qu'on avait laissé passer quand même une petite dizaine de jours, j'ai dû quand même me replonger un peu dedans pour me rappeler, parce que c'était des épisodes que je n'avais lus du coup qu'une fois en fait. Donc ouais, mais en tout cas très 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 bonne année. Puis on va y revenir. Et puis encore une fois, c'est un plaisir, je le dis tout de suite, mais non seulement de
de voir que les gens continuent à suivre notre petite escapade, et puis surtout à faire cette escapade à tes côtés, où je trouve que voilà, en ce moment, ça fait plaisir de se dire que voilà, on a cette petite émission en commun, on s'envoie des textos presque tout le temps quand on est en milieu de la lecture, et on se partage ces expériences-là, et notamment l'un des grands événements de cette année-là, donc on reviendra dessus après. Mais voilà, c'est toujours un bonheur de faire cette aventure avec toi. Ah ouais, non, mais c'est un vrai périple. Enfin, un périple. Non, parce qu'il n'y a rien de périlleux là-dedans. Mais c'est aussi de cette manière-là, en fait, que j'aime ma lecture, en fait, des comics et des comics de super-héros. Tu vois. J'aime beaucoup, par exemple, tu vois, la dernière fois, on parlait d'Infinite Crisis chez un copain. et tu vois, on est quand même sur des trucs, c'est des morceaux, tu vois. Donc, avant de te lancer dedans, faut quand même bien réfléchir, aussi bien financièrement, et puis en termes de temps, enfin, tu vois, ça demande un gros investissement. Et j'adore l'idée, en fait, de tomber comme ça, les trucs année après année. Enfin, je trouve ça absolument génial. Et à chaque fois, vos retours, que ce soit en commentaire ou par message, les gens qui lisent pas forcément de Spider-Man, mais qui s'amusent, en fait, à apprendre l'histoire de Spider-Man via ces émissions, les gens qui se mettent à lire les intégrales, en même temps que nous, c'est un vrai bonheur, quoi. Seb, Planète Strange, qui à chaque fois nous gratifie d'anecdotes absolument croustillantes. C'est un peu le cœur de cette chaîne, mais c'est un peu le cœur de cette émission aussi. C'est toujours Tu fais Seb tu vois, le partage. Non, le partage, l'idée d'échanger avec les gens. Non, Seb, je l'aime bien, mais c'est pas le cœur de, c'est pas le cœur de les rubriques de G quand même, tu vois. Mais enfin voilà, c'est toujours un immense plaisir de partager ça tous ensemble. Et on est parti pour une nouvelle aventure, donc dans les années 70. Voilà. Tout à fait. Époque de col beaucoup trop long, de chemise ouverte, de rouflaquette absolument gigantesque. Je veux de la rouflaquette. Vous vous démerdez comme vous voulez, mais je veux de la rouflaquette. Et tu te rends compte quand même qu'entre 1962, la création de Spider-Man et cette intégrale, il y a eu une évolution quand même. Non, c'était juste ça. C'était pas le. Alors, juste avant de commencer, je tiens à rappeler également que cette émission et que toutes ces émissions sont disponibles quelques temps après la diffusion sur YouTube sur tous les agrégateurs de podcasts. Donc, il n'y a qu'à chercher. En fait, vous pouvez retrouver les rubriques de G aussi en podcast pour tout ce type de format-là. Tout à fait. On vous accompagne en voiture avec Spider-Man. Et Robbie Robertson. Allez. Robinson. on y reviendra tout à l'heure. Du coup, c'est toi qui attaque avec le... Attention. Attention. L'instant accent. The Amazing Spider-Man Haiti. Tout à fait. Mais il s'est compté jusqu'à 80, le gros. Tout à fait, un épisode ô combien intéressant pour ma part, parce que c'est mine de rien le retour d'une figure qu'on n'avait pas revue depuis des années, le caméléon, bien sûr. Donc voilà, notre ami protéiforme, s'il en est, qui arrive à se faire passer pour qui il veut grâce à son arsenal de masques et de gadgets un peu haut en couleur. Un épisode qui se veut un peu plus, plus terre à terre par rapport à des épisodes de Spider-Man plus classiques où ça a tendance à partir assez vite en cacahuète. Là, on est sur une histoire presque plus proche du polar avec un vol de tableau. On va suivre du coup Spider-Man enquêter sur ce vol qui aurait été commis par nul autre que le capitaine George Stacy, capitaine ô combien estimé de la police de New York, mais qui ici est accusé de ce vol puisqu'il était présent sur les lieux au moment où l'incident a eu lieu justement. Et on va suivre donc Spider-Man mener son enquête et essayer de tout simplement de mettre la main sur le responsable de ce larcin qu'il ne suspecte pas tout de suite comme étant celui du caméléon. Mais il va se rappeler au bout de quelques pages que, ah oui, tiens, j'ai affronté un ennemi par le passé qui avait cette capacité à se déguiser, tout simplement, en d'autres personnes. Et du coup, l'épisode est plus... on est toujours dans le petit train de vie de Spider-Man avec une construction plutôt classique de scénario et de dessin. On retrouve notamment au dessin nul autre que notre ami John Buscema, qu'on avait vu sur certains épisodes, illustré aussi en partie par Jim Mooney qui s'occupe toujours des finitions. Et c'est intéressant de voir que John Romita, John Buscema et Jim Mooney ont vraiment une unité graphique, ce qui pourrait nous laisser croire que ce sont des styles passe-partout, mais pas du tout. Je trouve que justement, ce sont des styles qui sont tellement forts et tellement
habitués à cette époque que du coup, bah, ils s'enchaînent de manière tout à fait naturelle et sans chacun perdre ses propres petites spécificités, puisqu'il y a quand même des différences dans certains détails. Et bah, du coup, c'est toujours très agréable à l'œil. Malheureusement, voilà, ça fait partie de ces quelques épisodes qui sont un peu bouffés hein, par les couleurs de l'édition de Ouais. Panini. C'est un peu dommage. Mais malgré tout, voilà, ça n'entache pas le dessin absolument, absolument atemporel, pour ma part, les visages extrêmement humains de Peter et des autres. Et toujours cette intrigue voilà, qui mêle activité super-héroïque et soap opéra avec un retour qu'on avait vu hein, à la fin de l'intégrale précédente, mais de Flash Thompson, qui est dans les parages, et qui va essayer d'être un peu le Cupidon de Peter et Gwen, puisqu'il va revenir vers Peter pour lui signaler que Gwen n'essayait pas de le tromper avec lui, mais qu'au contraire, elle essaie d'en apprendre plus sur Peter, et qu'il ne veut pas lui parler. Et du coup, ça va permettre aux deux tourtereaux voilà, de se remettre un peu en couple, en quelque sorte. Et voilà, tout cet épisode va avoir lieu un peu dans cette ambiance-là, avec, encore une fois, voilà, des planches magnifiques du Caméléon, je trouve, qui est un méchant que j'aime beaucoup, puisque bah, forcément, il fait appel à un artifice que j'aime bien, hein, le processus de la tromperie, du masque, du côté un peu agent spécial, qui n'est pas sans rappeler voilà, certaines sagas que j'aime beaucoup. Et ça va finir sur une scène qui a été C'est vrai. reprise depuis dans la série animée de 94, la scène où le caméléon se fait passer pour Peter Parker. Et du coup, forcément, Spider-Man est tout de suite alerté de la douille, puisque bah, il sait que voilà, c'est pas possible que ce soit Peter Parker du coup. Et j'aime beaucoup cette pirouette et j'aime beaucoup cet épisode. Et pour moi, c'est un excellent début d'intégrale et d'année 1970. Voilà. L'expression était plaisante. Il est, comment t'as dit? Il est alerté de la douille. Alerté de la douille, exactement. Tu sens le petit. Ouais, écoute, qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça? Si ce n'est un immense plaisir que de retrouver un épisode de Spider-Man, toujours aussi bien, toujours aussi bon. Alors, forcément, étant donné qu'on a vu le caméléon dans les années 60, 62, hein, 62, 63, c'est vraiment au 62. tout début. On l'a revu en 64, je crois. Ouais, Ah ouais? 64, ils faisaient équipe avec Craven. Ah ouais, exact. Je vais Ouais, tout à vérifier. fait. Attention, ils sont tous là. Hein. À n'importe quel moment, je vérifie. Mais ça faisait plaisir de le revoir. Et c'est pareil, on voit que graphiquement, il y a une belle évolution avec les masques et tout. C'est quand même beaucoup mieux fait. Ça a quand même vraiment de la gueule absolument, absolument magnifique. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pareil, c'est des trucs qui reviennent, mais dans le côté vie privée, il y a dès le début, on sent vraiment que Peter, il est vraiment à deux doigts d'éclater Flash. Et vraiment nerveux, tu vois. Donc j'aime beaucoup aussi ce petit moment où tu sens que, en fait, de temps en temps, il est un peu sur le fil du rasoir, tu vois, Peter. Il en a vraiment gros et c'est difficile pour lui. Donc c'est aussi ce genre de procédé narratif qui te permet vraiment de te dire, d'avoir une certaine proximité avec ton héros et puis de te faire du souci pour lui. Donc ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Et un autre truc aussi que j'ai bien aimé, c'est qu'au final, en fait, tu as une entente entre Robbie et Speedy, et bah, tout simplement pour tendre un piège au caméléon. Et ça, ça c'est bien joué, surtout que ça se passe évidemment dans le dos de Jameson. Et voilà. Une Et entente en toute qui. honnêteté, c'est juste des épisodes. Enfin, tu trouves pas que ça se lit tout seul, quoi? Bah si, si, moi clairement je l'ai lu. Et c'est pour ça qu'on avait un peu de mal à se souvenir. C'est pas parce que les épisodes sont pas marquants, mais c'est parce que tout coule finalement naturellement. Ouais, ouais. Maintenant, à partir de cette année, enfin de ces années-là, quoi. Et au final, les arcs sont plus aussi identifiables qu'avant. Et du coup, on sait plus trop à quel moment a eu quoi, parce qu'on est embarqué en fait dans cette histoire. Mhm. Il y a plus de début, plus de milieu et plus de fin, quoi. Ce qu'on pourra Mais voilà. reprocher des années après à la série, justement. Mais à l'époque, c'était encore tout nouveau, tout frais. C'était vraiment l'âge d'or hein, de Ouais, ouais, complet. Spider-Man. Et encore une fois, il n'y a pas besoin enfin, en fait, c'est régulier, mais tu te rends compte que tu peux tout à fait faire un épisode qui soit super bien, mais sans que ce soit forcément un arc, c'est en un épisode. Il y a un début, une fin. N'importe quel lecteur, à la limite, peut arriver à ce moment-là, prendre cet épisode et rentrer en fait dans l'histoire. Il y avait peut-être aussi à l'époque beaucoup plus d'épisodes, d'histoires en un épisode, ce qui permet aussi une meilleure accessibilité, je pense. Ouais, bah, c'est sûr. Et pour autant, on garde quand même les éléments qui sont constitutifs de la série, avec ce côté sériel, et où à chaque épisode, on replace le personnage dans un contexte bien particulier. Donc là, tu vois, par exemple, je trouve que la scène avec Robbie que tu évoquais,
elle est vraiment intéressante que quand tu vois d'où vient le personnage et quand Ouais. tu l'as suivi voilà, sur les années précédentes et tu te rends compte finalement que c'est une entente qui va avoir lieu tout au long de la carrière du personnage, quoi. Spider-Man et Robbie vont développer une vraie relation de confiance, notamment avec des épisodes liés à Tombstone dans quelques années, on en reparlera. Et c'est là que tout prend racine. Ouais. Et tu vois, ça c'est une. Ah non, mais parce que c'est des épisodes en fait, que j'ai lus dans les Nova. Mais je les ai pas lus depuis ouais, On 20 arrive, ans. poussez-vous Ouais, dedans. il y a un moment quand même. C'est les années 80, donc on a le temps. Ouais. Mais Mais voilà, bon. tout prend racine là-dedans, quoi. Tiens. Et autre petit changement, est-ce que c'est parce que c'est les années 70 qui toquent à la porte? Mais je trouve qu'on a quand même un véritable rapprochement. On n'a pas un vrai bisou, mais on a un vrai très très belle main, Jérôme. Vraiment, on la verra pas mieux. Voilà, vous pouvez constater que j'ai également des ongles absolument magnifiques, mais on voit très très bien en fait le bisou. Merde, je suis nul à chier dans cet exercice. Mais le baiser entre Peter et Gwen. Et là, c'est pareil, c'est des trucs que tu voyais pas forcément dans les années 60. Un rapprochement comme ça. Donc, on peut se le dire bien tranquillement, dans les années 70, ça va niquer, hein, normalement. Oh, bah, pas Ça longtemps, devrait. malheureusement. Oui, pour le coup, a priori, ça va vite partir en couille cette histoire. Mais voilà. Et alors, chose aussi que je sais pas pourquoi, mais je vais avoir du mal à le montrer à l'image. Mais sur certaines pages, en fait, on avait l'habitude tout le temps d'avoir en bas à droite une numérotation, tu sais, des pages. Et moi, sur mon édition, en fait, tu vois qu'il y a la numérotation, mais qu'elle a été en fait grattée, mais au stylo bille, quoi. Ouais. C'est des trucs, je sais pas si les gens. C'est un peu. Je vais foutre en l'air mon truc si je fais ça. Mais en bas à droite, voilà, le point, du coup. Ah si, il se refait. Voilà, j'ai remarqué ça. Je me suis dit, tiens, tu feras ton intéressant en le notant. Voilà. Est-ce que c'est Panini qui a fait ça? Est-ce que c'est Marvel? Non, non, je crois pas que Panini retouche les planches, hein. Enfin, Immortal Oh, Hulk. Paint. On sait pas. J'en sais rien du tout, j'espère pas. Voilà. Je voulais rajouter un petit truc ou pas? non. Non, je pense que. Moi, De toute j'adore, façon, maintenant, je les le dis. épisodes, ça va aller plus ou moins vite, hein, je pense. On Ouais. a dit tout ce qu'il y avait à dire sur la forme, on va dire, à chaque fois. Sur le fond, pardon. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment la forme va évoluer. Donc, on a les planches qui sont un peu plus aérées, beaucoup plus espacées au niveau de la façon dont c'est dessiné. Tu es moins dans les cases effriquées de Steve Ditko, qui fait le travail. Hein. Et là, on sent qu'on arrive dans une décennie où, voilà, Tu les parles un comics. petit peu comme si tu étais dans une bouteille. Comment ça? Et ben là, c'est revenu. Vas-y. Bouteille. Ben là, ça va mieux. Attends, vas-y, je ferai une coupe Attends, à je vais refaire. 47. Mais comment ça se fait? Putain, mais c'est quoi? Ça me fait chier. Ça arrive, bon. Mais j'ai pas bougé mon micro. Non, mais c'est. Et c'est pas. Et ça vient de ton micro, mais c'est à un moment donné la captation qui s'est mal faite et ça t'a laissé en fait dans un truc. Mais bref, Ok, vas-y. bon. Je reprends à partir d'où, du coup? Euh, On s'en bat les couilles. On va passer à l'épisode suivant. C'était pas intéressant. Non, c'était des épisodes en un, je sais pas quoi. Tu m'écoutes bien, bravo. Et j'essayais de faire Oui, la attention au bouteille. moment où le Ouais, son allait revenir, tu vois. c'est pas grave, passe. Putain, ouais, le montage. Oh, le montage. Je suis désolé. Tu sais bien que c'est Non, toujours la galère. c'est pas ta faute. Du coup, on peut passer à l'épisode 81, si je ne dis pas de bêtises, de février 1970, au scénario Stanley et Romita Senior. Voilà, me demandez pas qui a fait quoi, mais en tout cas Romita Senior, a priori, travaille un petit peu aussi sur le scénario aux côtés de Stanley. Au dessin, on retrouve toujours John Buscema et à l'ancrage, aux finitions, Jim Mooney. Comme d'habitude. Le pitch, dis donc, on a un beau kangourou qui arrive, création de personnages. Grosso modo, Peter, il va chercher sa tante à la gare, parce qu'elle revient d'un petit voyage, la vieille. Et puis en même temps, il y a ce nouveau super vilain qui arrive,
qui était d'ailleurs entouré de policiers, qui réussit à s'échapper, à monter un coup, et puis il va voler en fait une mallette, et à l'intérieur de cette mallette, si je dis pas de bêtises, il y a une espèce de bactérie toxique. Lui, il ne le sait pas, et donc évidemment Spider-Man est alerté, et tout le but en fait de cette histoire, c'est de réussir à arrêter le kangourou avant que par inadvertance, il ne lâche la bactérie en fait sur la ville, tout simplement. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, au moins une fois par an, la vieille va faire une syncope, tante May, parce que à un moment donné, on est au mois de février, elle a les bronches un peu prises, et puis du coup, elle va faire une syncope. Et puis voilà. Alors, il y a beaucoup de choses en fait à dire sur cet épisode. Premièrement, que le kangourou va pas forcément. C'est une création de personnage, mais je crois que c'est vraiment la première création de personnage qui est vraiment pas foirée, mais quand même un peu foirée. Il n'y a rien de foufou en fait sur le kangourou. Alors que tu vois, j'aurais des choses à dire sur. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, je pense qu'il y a un potentiel, tu vois, sur ce truc-là, mais que ça n'a pas été forcément très très bien raconté. J'ai beaucoup aimé le fait qu'à un moment donné, alors évidemment, pour aller chercher sa tante Spider-Man, voilà, il déambule, machin, de building en building, et quand il arrive sur le quai de la gare, il se change, mais tante May en fait voit qu'il est en âge, et là tout de suite la vieille, elle croit que oui, parce que ce sera la vieille tout le temps, elle croit qu'il est malade, donc on est quasiment sur une séquestration de force. Elle l'emmène chez elle, tu te mets au lit, voilà, mais lui, il doit sortir quand même pour pouvoir aller sauver la ville, et il va fabriquer un mannequin de toile qui va laisser sous son lit. Elle va le voir, elle va tomber dans les pommes, enfin, la vieille quoi, comme d'habitude. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le kangourou, grosso modo, c'est un personnage, donc évidemment, je crois qu'il est australien. Ouais, il est australien, puisque oui, bien sûr. on t'explique qu'il a été plus ou moins élevé avec des kangourous. On nous explique pas vraiment l'origine de ses pouvoirs. Et là, c'est la première erreur, c'est qu'on t'explique pas vraiment en fait l'origine de ses pouvoirs, donc tu sais pas réellement pourquoi il a des pouvoirs de kangourou. On l'apprendra, si j'ai bien compris, des années plus tard, et on se rendra compte que c'était un mutant. Après, de ce que j'ai pu voir en fait j'ai cherché quand même le kangourou parce que je le connaissais pas du tout pour voir ce qu'il était devenu et tout. Fun fact, pas grand chose. Il va faire d'autres apparitions, mais ça va être bien de la merde. Et en fait, je trouvais ça dommage parce que je trouvais qu'il y avait un potentiel avec un personnage qui avait une sorte de super puissance, si tu veux, dans les jambes. Tu peux en faire plein de trucs, mais tout dépend en fait comment tu décides de le montrer graphiquement, et suivant l'époque et tout. Et c'est vrai que là, ces espèces de petits bonds, ils ressemblent plus à un lapin qu'à un kangourou. Et quand bien même un kangourou qui bondit, dans le geste, c'est pas forcément très noble, tu vois, à regarder. Enfin, ça fait pas tellement fantasmer, mais je trouve que c'est dommage il y avait peut-être moyen d'en faire autre chose, et je pensais forcément à un art martial, je sais pas si tu connais le taekwondo. De nom, oui, bien sûr. Et c'est un art martial coréen, si je dis pas de bêtises, et où ils utilisent en fait énormément les jambes, et ils font surtout vraiment des coups de pied ultra spectaculaires et tout. Et un mec qui aurait pu à un moment donné avoir une force exceptionnelle dans les jambes, mais utiliser ses jambes, alors peut-être en faisant effectivement des super bons, étant australien, et on en rigole, les gens l'appellent le kangourou, mais ça aurait été visuellement beaucoup plus joli, parce que le taekwondo en plus c'est vraiment un art martial absolument magnifique. Alors, je pense que dans les années 70 aux États-Unis, le taekwondo, tout le monde s'en bat les couilles. Personne ne connaît, on est en pleine guerre du Vietnam. C'est pas l'ambiance, clairement. Mais ça aurait pu. Tu vois, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que si je devais faire revenir aujourd'hui le kangourou et refaire une origin story, j'en ferais certainement un Australien, bien sûr, avec des pouvoirs dans les jambes, tu vois, un peu plus costaud, mais pas forcément ailleurs dans le corps. Et je lui ferais faire du taekwondo. Parce que graphiquement, ça pourrait être très joli. Voilà. Mais bon, mais j'ai bien aimé l'épisode. Franchement, je savais pas que tu as autant de trucs à dire sur cet épisode-là. Moi, je le trouvais assez quelconque. Et comme tu dis, le kangourou, c'est pas un perso qui a fait date. Donc, il revient dans les classements des ennemis les plus foireux de Spider-Man avec le mur et puis le grizzly ou le gibbon. Enfin, voilà. Tous ces Ou la méchants roue, un peu flingués. Ouais, la Big Wheel, ouais, bien sûr. Et du coup, ouais, on est très loin d'un scorpion, d'un rhino, quoi. Pour le coup, kangourou, c'est un peu moins vendeur. Mais, je sais pas, moi, il y a 2-3 scènes. La scène de la boxe. Il aurait fait un très bon personnage dans Rocky 3, je trouve, ce mec, mais voilà. Alors, c'est méchant pour Rocky 3. Un peu cliché, quoi. Mais j'aime bien sa gueule, avec les cheveux blonds qui tombent sur le front et tout. Non, mais franchement, moi,
Je trouve que il est très très mal utilisé. Et c'est Ouais, la première ouais, fois. ouais, en plus, l'histoire de la fiole, bon, je trouve pas ça. C'est pas. Enfin, ça crée des enjeux, mais des enjeux qui sont assez factices, je trouve. Et puis encore une fois, même la syncope de la vieille. À chaque fois, il Ouais, trouve un nouveau cadre, en fait, tu sais, un nouveau cadre visuel pour essayer voilà, de faire montrer un peu le choc. Mais bon, au bout de 5-6 fois, en fait, ça marche plus, quoi. Donc voilà, c'est un épisode, moi, pour ma part, que je trouvais assez quelconque, on va pas se mentir, hormis pour la partie graphique, voilà, qui est toujours au top. bah, déjà, ça fait déjà quelques années qu'on dit qu'elle aurait dû mourir depuis longtemps. Mais, Dans les années 60, elle aurait dû alors aujourd'hui, partir. Alors, je n'ose même pas imaginer aujourd'hui ce qu'on en dirait, quoi. Mais, mais je te le dis, il n'y a pas un épisode que j'ai vraiment pas aimé dans cette ah non, intégrale. non, bien sûr. Et, et en fait, ouais, je suis dans le délire de l'époque, dans le truc, et c'est sympa à suivre. Voilà, encore une fois, une histoire en un épisode. Ouais, voilà, Ça et va. ça se lit dans la continuité. C'est-à-dire que Mm. ça sort pas du truc, mais en soi, si on devait juger l'épisode en tant que tel, il est quand même bien en dessous pour moi de ce qu'il y a eu juste avant et ce qu'il y aura après, quoi. Ah oui, oui. Bah, de ce qu'il y aura après, non, ça n'a rien à voir, clairement. Ouais. C'est un monde d'écart. Mais moi, ça s'est bien passé. Voilà. On passe à la suite. Allez, Et 82. donc, c'est le 82 de mars 1970. And then came Electro. Retour d'Electro, qu'on n'avait pas revu, bah pareil, hein, depuis 1964, si je dis pas de bêtises. Pareil, un épisode que j'avais pas lu, et moi j'adore Electro, enfin visuellement, je trouve que ça donne toujours lieu à des épisodes qui sont très très beaux, je trouve, visuellement. Et donc là, retour un peu, voilà, un peu gentillet, voilà, un retour sympathique. Le personnage a réussi à se faire oublier, il est embauché sur un plateau de télé en tant qu'électricien, forcément. Et Peter, lui reprend cette envie de monétiser finalement ses pouvoirs et de faire de la télé voilà, pour gagner un peu d'argent et payer les factures d'hôpital. Donc voilà, il y a ce côté où c'est Jameson en plus qui va engager Electro. Quelques réminiscences du coup de l'origine story du Scorpion, forcément. Mais malgré Mhm. tout, on ne boude pas notre plaisir parce que c'est toujours très bien mis en scène, au niveau des couleurs, au niveau des pouvoirs d'Electro qui sont, encore une fois, je pense, qui le mettent parmi les ennemis les plus dangereux de Spider-Man. Hein. Il peut littéralement pas le toucher. Donc ça crée tout de suite un enjeu d'un point de vue scénaristique où le scénariste doit se creuser un peu les méninges. Et à côté de ça, on a voilà, toute cette iconographie qui a été reprise ensuite dans les films avec la scène de la laverie où Peter va laver son costume Oui, c'est vrai. et il essaye de passer inaperçu. Ça a été évidemment repris dans Spider-Man 2 de Sam Raimi. Avec le sac en papier sur la tête. C'est là. Non, c'est après ça. Ah non, Ça, c'est c'est là, après. autant pour moi. C'est Il y là. en a, il y a une autre scène, ouais, c'est ça. Et Il y a deux c'est scènes. un costume du jeu, ça. Spider-Man. Sur PS4. Au-delà de ça, c'est un costume qu'il aura à l'époque de la saga du costume noir, puisque c'est quand Reed Richards va le débarrasser du symbiote que Johnny Storm va lui filer un costume des Fantastic Four avec un sac en papier sur la tête. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais oui, c'est un précurseur un peu de ce qu'on aura plus tard. Et puis à côté de ça, il y a toujours les scènes avec Gwen, évidemment. Il hésite toujours à avouer son secret. On est dans les mêmes thématiques, hein, clairement, ça change pas. Mais on sent quand même que Peter est vraiment au bout du rouleau. Voilà, que c'est fréquent hein, dans la série, mais là, c'est un poil plus quand même. Et puis on peut noter aussi, il y a des petits discours sur la guerre de mémoire qui sont placés en filigrane pour rappeler quand même le contexte de l'époque, hein, donc de la guerre du Vietnam, avec du coup l'importance de plus en plus grande des États-Unis dans ce conflit. Et C'est pas après forcément, ça. moi j'ai noté pour cet épisode-là, en Putain, tout cas. ah ouais, bah moi je l'ai noté pour le truc d'après, mais je te dis peut-être de la merde. Parce qu'il me semble que Peter va se faire apostropher par. Attends, que je retrouve. Parce que c'est vraiment l'histoire d'un dialogue, hein, donc c'est assez particulier. Ouais, mais t'embête pas au pire. Ouais, bon, en tout cas, il me semble que c'est dans cet épisode-là, parce que je l'ai noté pour celui-là. Mais voilà, le personnage voilà, qui encore une fois est inscrit dans le contexte de l'époque. Et puis des scènes, encore une fois, voilà, avec l'importance des médias, de la petite télévision, mine de rien, qui commence à avoir de l'emprise sur les foyers, puisque voilà, on parle d'une émission qui
qui serait sponsorisé même par Jameson, hein. C'est dire à quel point il a envie de voir Spider-Man se faire écrabouiller par Electro, parce que c'est lui qui a mis en place toute cette petite manigance. Et c'est un épisode qui est tout à fait correct, qui est un peu voilà, dans la lignée des 2 premiers. Mieux quand même que celui du kangourou pour ma part, mais Ouais. voilà, qui reste un très bon épisode one-shot. Et puis graphiquement, je trouve que c'est la première fois qu'on revoit Electro voilà, sous la houlette quand même de dessinateurs absolument magnifiques. Et ça envoie quand même du lourd de revoir Electro. On pourrait croire que, tu vois, c'est oh là là, on a dû le voir déjà plein de fois Electro. Pas du tout. Donc en fait, les méchants reviennent, mais ça se fait en fait très très bien. Moi, j'ai encore une fois, mais complètement adoré cet épisode. Il y a plusieurs petits trucs en fait qui m'ont, enfin, c'est pas que ça m'embêtait, mais il y a un truc que j'ai noté qui était marrant. Tu te rappelles que Harry, tu sais, il avait sa moustache de Oui. Fu Manchu là. Donc Oui. c'est bon, il la rase. Dieu merci. Dieu merci, il la rase. Ça, c'était vraiment une idée de merde. Mais qui n'a jamais eu un look de merde à 20 ans? À un moment donné, tu tentes des trucs. Voilà. Et il n'y aura pas de photo de moi qui va passer à ce moment-là, mais on tente toutes des choses. Et c'était catastrophique. Et à un moment donné aussi, la traduction qui est quand même, une fois de plus, complètement bidon. Et on s'y habitue toujours pas, puisqu'on a quand même, je crois, les producteurs de télé qui demandent le numéro de sécu de Spider-Man. La sécu aux États-Unis, 1970. Alors, voilà, on pourra peut-être penser que je suis un extrémiste de la traduction. Loin de là, mais juste un minimum de cohérence, ce serait sympa. Voilà, mais sinon, non, pas plus que ça. Et encore une fois, moi, pareil, tu vois, j'ai adoré. Une petite histoire en un, magnifique. Tout à fait. Et puis, on peut rappeler aussi le retour de Mary Jane quand même, et de sa tante Anna Watson, voilà, qui Oui. reviennent de Floride, donc qui reviennent un peu dans le giron du. Je crois qu'on l'avait pas vu Mary Jane l'année précédente. C'est toi qui avais fait ce commentaire-là d'ailleurs. Oh, je m'en rappelle plus. Si, il me semble. Tu avais dit justement qu'on la voyait pas, en fait. Et là, elle revient, donc elle revient dans le giron du groupe, hein, tout simplement, du groupe d'amis, Coffee Bean. Et du coup, voilà, elle rejoint le groupe avec Flash, comme on a dit, qui était revenu aussi. Donc, on arrive vraiment dans les années 70, avec cette époque où voilà, le personnage a son lore de personnage bien installé, en fait, son cercle d'amis très proches, qui sont voilà, devenus des habitués pour les lecteurs, quoi. Voilà. Du Ouais. coup, on enchaîne? On enchaîne. J'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose à dire sur les épisodes, mais à chaque fois, on kiffe. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Et là, on passe à l'épisode 83, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. L'épisode 83 de avril 1970, scénario Stan Lee, dessin John Romita Sr. Et là, du coup, pour l'ancrage, Mike Esposito. Moi, j'ai Mike Esposito pour l'ancrage, mais je veux juste vérifier en quelques secondes si... Voilà. Alors, ouais. je ne vous cacherai pas que moi, pour les crédits, j'ai eu tendance en fait à ne pas faire confiance à Panini, pour être tout à fait sincère. Et j'ai préféré aller voir sur des sites, enfin Marvel Database, enfin tu vois, des trucs comme ça. Database Pas sûr, hein, du coup, hein, maintenant. Tu parles dans une bouteille, toi aussi, hein? Et j'aime beaucoup Marvel Database parce que c'est vraiment. En fait, peut-être qu'il peut faire des erreurs aussi, mais au moins, c'est quand même beaucoup plus complet et quand même relativement fiable. Alors, est-ce que Mike Esposito et l'autre, là, Mickey DeMeo, en fait, c'est la même personne, ils travaillent sous pseudo? Ah, peut-être, ouais. Je sais plus ce qu'on avait dit la première fois. On avait déjà parlé de Mickey DeMeo, mais Ouais, je et je sais pas si c'est pas ça, hein, justement, si c'est pas un pseudo. Ouais, je pense, ouais. Mais bref. Et donc, là, du coup, on commence un arc en 3 parties. Donc ça, c'est le premier épisode, où on va suivre pareil, un nouveau personnage qu'on va appeler le conspirateur, où moi, quand je regardais simplement les couvertures derrière mon intégrale, je me disais, tiens, c'est bizarre, on dirait, comment il s'appelle, là, le méchant de Doctor Strange, Mordo? Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà, Ça ça me faisait du penser code à lui. couleur, ouais. Mais bon, c'est pas du tout lui, c'est le conspirateur. Et le conspirateur, il vient et il a une seule envie, c'est de reprendre l'empire du crime du caïd. Le caïd qu'on a déjà vu beaucoup les années précédentes, qui prenait vraiment beaucoup de place en fait dans les aventures de Spider-Man et qui va de nouveau être au centre en fait de l'intrigue pendant 3 épisodes.
Un premier épisode où j'ai pas forcément grand chose à dire, tout simplement parce que voilà, tu as la première apparition du conspirateur, tu vas voir aussi la première vraie apparition de Vanessa Fisk, la femme Oui. du Kingpin qu'on avait juste entreaperçu l'année dernière dans une voiture, si je dis pas de bêtises, où tu comprends que c'est sa femme qui venait le chercher pour s'enfuir, mais tu voyais pas forcément. Et là, en fait, du coup, tu la vois. Première fois aussi qu'on nous évoque en fait le fils de Vanessa et du Kingpin. Pareil, je savais pas du tout. Richard Fisk, tout ça, c'était Ah ouais? Tu Vanessa. connaissais pas? Non. Vanessa Fisk, c'est pareil. J'avais aucune connaissance en fait de ce personnage. Ah ouais? Alors moi, dans mon imaginaire, elle est morte à un moment donné, dans ce que j'en sais, mais je l'avais jamais vue en tant que telle, quoi. Tu l'avais même pas vu dans la série Daredevil? Ah bah, dans quelle partie? Dans De la série Bendis? Netflix? Non, la série Ah, Netflix. oh, j'en ai aucun souvenir. Ah ouais? Pourtant, Vraiment il y a aucun un souvenir. rôle important. Mais elle est dans... Ouais, est-ce qu'elle meurt après? Je crois qu'elle meurt, en effet. D'accord. Ah oui, c'est intéressant, du coup. Je pensais que tu connaissais quand même Richard Fisk, parce qu'il va avoir une Ah non, non. importance. Ah non, Ah, je non, dis non, rien. non. Je dis rien. Je dis rien. Ah bah oui, et puis surtout, t'imagines un peu ma stupéfaction aussi. Enfin voilà, moi Oui. les cliffhangers, je les ai pris dans la gueule, mais bien propre hein, Ah ben dans moi cette aussi, hein. intégrale. Parce que moi, je Oui, connaissais du pas non coup. plus cette histoire-là, hein, donc Et je l'ai pas vu venir, mais on en reparlera on en après. reparlera. Du coup, là, on a bel et bien Flash qui part cette fois-ci au Vietnam avec, du coup, pareil, dans un dialogue, des prises de position timides mais réelles des auteurs, où on va te dire, ouais, mais on comprend plus rien à ce conflit. Enfin, tu vois, donc c'est pas aussi marqué que ce qu'on pourrait retrouver. Alors même plus que marqué de temps en temps dans nos périodes actuelles, mais il y a quand même une prise de position autour de ce conflit, au moins pour mettre en avant ce que pense une partie de l'opinion, c'est-à-dire qu'on n'y comprend rien du tout à ce merdier. Bon, voilà, je trouve que c'est quand même intéressant. Encore une fois, on sent que les mœurs, elles se libèrent quand même beaucoup, puisqu'on a quand même des gros palos hein, qui sont roulés les uns les autres. Tout le monde roule des palos à Flash, Quel Gwen, chanceux. MJ. Voilà. Ah bah Flash, il part, il est plutôt content. Il y a une scène d'accident de voiture où du coup Peter va sauver en fait Gwen, si je dis pas de bêtises, hein, c'est là. La scène est magnifique, magnifique à suivre en termes de découpage. On retrouve un tout petit peu l'intensité qu'on avait pu avoir quand, à l'époque où c'était Steve Ditko, quand il était sous la machine de Doc Ock et qu'il a dû en fait encore une fois pousser avec son dos pour arriver à s'en sortir. Euh, j'ai vraiment aimé ce truc et on va s'apercevoir aussi au fur et à mesure des épisodes qu'on est que le conspirateur il fait vraiment penser moi au film de James Bond avec Sean Connery, tu vois, tous les gadgets dans le fauteuil, gadgets dans la cape, etc., Ah oui, enfin gadgets c'est clairement un Blofeld, hein. ouais. Et alors, je sais plus à quel moment j'ai noté ça, mais je sais parce que tu me l'avais dit que c'était pas la première fois qu'on le voyait, mais ça va vraiment revenir fort, de plus en plus, et peut-être même s'installer définitivement dans les années 70. Mais on voit Speedy qui balance sa toile avec les deux doigts, sa prise la plus euh, la plus classique en fait possible. On va le voir à peu près ici, si je vous dis pas de Oui. bêtises. Et cette position va continuer à revenir, à s'intensifier, à devenir véritablement de nouveau une marque de fabrique pour Spider-Man au fur et à mesure de cette intégrale. On va le voir de plus en plus. Voilà. Et encore une fois, qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? Putain, tu vois, on rigolait tout à l'heure quand on disait que c'est des épisodes. Moi, je les lis pas, je les vis en fait. Je l'ai dévoré cette intégrale. Ça a Ouais. pas traîné. Hein. Ah, puis en plus, Et t'as donc, Vas-y, vas-y. non, c'est tout. Mais en C'est plus, bien tu as déjà. le contexte de décor aussi qui change un peu, parce que mine de rien, le temps avance, on arrive à une époque où la neige commence à tomber à New York. Ouais, Donc, c'est beau. t'es vraiment dans le cycle jour-nuit, quoi, qui continue de s'intensifier. Bon, évidemment, il n'y a pas 10 ans hein, qui se sont écoulés depuis le premier numéro en 62, enfin 8 ans. Mais il y a quand même l'idée du temps qui passe, des personnages qui évoluent, comme tu disais, Flash, voilà, qui fait ses petits allers-retours. Pour l'instant, tout va bien pour lui.
La scène de l'accident, en effet, qui est très forte, avec ses visages extrêmement bien illustrés par Romita. Enfin voilà, il a cette capacité, encore une fois, à dessiner Peter Parker qui est juste. Enfin, il avait malheureusement cette capacité à dessiner Peter Parker qui est juste unique en son genre et qui influencera une génération d'artistes, dont son fils. Et puis du coup, un numéro dans lequel je crois que tu as plus ou moins fait le tour de tout ce qui avait intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Bon, malheureusement, quelques erreurs de traduction, là pour le coup, un petit peu embêtantes. Quand on évoque Robbie Robertson en Robbie Robinson, c'est un peu dommage, parce que là, ça change vraiment l'ADN du personnage, quoi, hein. Je veux dire, on attaque son nom de famille, quoi. Donc ça, c'est dommage, c'est des soucis de relecture ou de traduction, entre guillemets, forcée qui n'étaient pas nécessaires. Il y a le côté où ça, tout de suite, Gwen, l'accident de voiture, ça installe des enjeux, où Peter va pas s'en prendre aux conspirateurs de la même manière, du coup, et à ses hommes que si c'était un méchant lambda. Et pour le coup, moi, quand je l'ai découvert, je me suis dit, ah bah super, tu vois, c'est le méchant lambda de la semaine, c'est le mec, l'énième mec qui veut remplacer le caïd. Et au final, il a les moyens de ses ambitions et on va découvrir après par la suite que voilà, tout ça sera évidemment une importance particulière dans l'origine story de ce personnage. Et puis moi je noterai aussi un petit commentaire un peu marrant de George Tessie qui parle de la sensibilité des femmes. Je trouve que enfin voilà, le commentaire est amené comme il est, ça me fait beaucoup rire du coup, parce qu'aujourd'hui c'est clairement le genre de truc, tu prendrais 4 associations sur la gueule juste pour le truc. Et il sortait ça à l'époque dans une conversation, voilà, classique. Et ça m'a fait rire sur le coup. J'ai fait, ah putain, Georges, Ouais, t'as pas ouais, peur. ouais. Ouais, à l'époque, tu aurais dit à Georges, attention, tu vas te manger un hashtag. Il aurait dit, oh, un quoi? J'ai une canne, je m'en bats les couilles. Ouais. Voilà, mais très très bon épisode vraiment, et très bonne première partie. Et puis comme tu dis, on installe des voilà, des petits ingrédients pour Richard Fisk, évidemment. Voilà. Du coup, on passe au 84. Bah ouais, du coup j'enchaîne. Le mois de mai. Tout à fait. Mois de mai, mais du coup, comme on disait, on est en plein hiver, hein, pour le coup. On démarre le numéro avec un Peter Parker, enfin un Spider-Man à l'envers, qui lit son journal sous la neige, une position ô combien iconique. Épisode dessiné toujours par Romita Senior, avec cette fois aidé de Buscema. On sent que Romita, à côté, il gagne un peu en responsabilité, que Stan Lee lui donne de plus en plus de boulot, donc forcément il est plus dessinateur, on va dire, attitré de la série, mais en tout cas il revient de temps en temps dessiner quelques épisodes. Et puis là, forcément, le cadre hivernal donne tout de suite un peu de challenge au dessinateur, puisque il y a des effets évidemment de vent à rajouter, de neige, de petites pellicules à dessiner, de visages un peu rafraîchis, quoi, aussi, il faut essayer de faire comprendre un peu ce ressenti-là avec certains détails graphiques qui sont très appréciables. Et tout simplement, on est dans une pleine quête du conspirateur qui est toujours en fuite et qui va pas hésiter à attaquer directement le caïd chez lui, ce qui va vraiment propulser l'intrigue et pas trop faire perdre de temps au lecteur. Les deux personnages vont être vraiment face à face dès cet épisode et on va sentir qu'il y a un petit bif entre Vanessa et ce conspirateur. On ne sait pas trop de quelle mesure quelle est exactement la relation qu'ils ont entre eux. Et puis, du coup, voilà, on va finir sur un épisode où Vanessa va disparaître. Et avec un petit cliffhanger plutôt sympathique, où le personnage de Spider-Man est toujours grand perdant. En plus, il s'est un peu brouillé avec Gwen parce que elle est persuadée qu'il n'était pas là au moment où elle a eu son accident. Enfin, il y a des petites histoires un peu entre eux qui continuent de se mettre en place. Et à côté de ça, des éléments très James Bond, comme tu disais, comme la voiture, la voiture très années 60-70 avec ses gadgets, qui fait très Aston Martin. Ouais, complètement. complètement. Voilà. Bon, après, c'est des petits éléments qui ont un peu mal vieilli, mais c'est assez marrant, je trouve. Et, c'est le témoin d'une époque. Ouais, voilà, ça témoigne d'une époque, la grande histoire, hein, tout ça on connaît. Et du coup, ouais, voilà. La grande et la petite histoire. La grande et la petite histoire, pour ceux qui sauront. Et on n'a pas parlé, mais de ce costume absolument dégueulasse du conspirateur. Moi, personnellement, c'est pareil, un témoin d'une époque, mais j'aurais aimé quelque chose de plus sobre, à l'image du grand patron qu'on avait eu dans les premières années, ou du Big Man. Voilà, de quelque chose d'un peu plus... quelque chose qui fasse un peu plus mafieux, quoi. Voilà. Bon, après, ils ont voulu se démarquer, hein, ça peut se comprendre, mais finalement... Et peut-être qu'il a aussi, lui, envie de se démarquer de son père. Oh voilà. Putain, il l'a dit. Il l'a dit. Mais attends, c'est pour dans un épisode. Mais ouais. Et puis quelques idées de mise en scène que j'aime bien. Donc, tu vois, par exemple, le visage de Gwen dans... Bon, tu verras peut-être pas, mais
dans le Si, ciel si. new-yorkais voilà, qui hante les pensées de Peter. Les yeux du conspirateur aussi qui sont Oui, dans le regard en fait de Vanessa. Enfin, tu le vois derrière, ouais. enfin, tu comprends qu'il y a un truc. D'ailleurs, à ce moment-là, ça fait vraiment. Il me fait beaucoup penser à Ra's al Ghul sur ce dessin. Tu vois. Non, tu trouves pas? Ra's al Tyrannus Ghul qui est aussi? une sorte de Tyrannus, mais qui a réussi. Voilà. Ça, c'est mon leitmotiv. Mais ouais, encore une fois, super bien. Puis surtout, bah, on fonce tout droit vers cette conclusion. Ouais. Conclusion qui doit être, si je dis pas de bêtises, en juin 70 avec l'épisode 85, avec toujours Stanley au dessin, Romita Senior et Buscema. Non, Stanley au scénario, Romita Senior et Buscema au dessin, Jim Mooney à l'ancrage, aux finitions, etc., etc. Mm. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux? On est sur la fin de cet arc en 3 et j'aime beaucoup en fait quand tu as des constructions comme ça en 3. T'as vraiment de la densité de lecture, c'est pas surfait, c'est pas contrefait, il y a vraiment des choses à raconter et j'ai adoré tous les arcs en 3 en fait de cette intégrale. Le caïd évidemment qui ne comprend pas l'attitude de Vanessa qui s'est barrée pendant cet affrontement avec le conspirateur. Ouais. Et puis au final, bon, on va se rendre compte en fait que la résolution est pour le coup, pour moi, complètement folle, puisque le conspirateur n'est autre que le fils de Kingpin. Il s'agit bien de Richard Fisk. Et ça, je vous le dis, hein, c'est toujours extrêmement plaisant quand tu le vois pas venir et que tu le prends dans la gueule. Donc j'ai vraiment aimé ce reveal, parce que en fait tout était sous mes yeux et normalement j'aurais dû le voir venir, mais j'étais tellement dedans que j'ai absolument pas fait attention j'ai fait oh ouais merde putain tu vois je pensais pas, je pensais que c'était une graine qui était plantée Richard Fisk et puis que tu verrais dans un an, dans 2 ans, tu vois, je pensais pas que Peut-être c'était que pour oui, tout de hein. suite là. Ok. De toute façon tu doutes qu'ils vont revenir hein, parce que la fin est comme d'habitude quand même très très ouverte. Donc tu doutes qu'il va y avoir des trucs. Comme d'habitude, le conspirateur, encore une fois, dans chaque épisode, il y a des petits gadgets. Là, cette fois-ci, c'est des gadgets. C'est pas le bureau, c'est pas la Batmobile, c'est sa cape, son costume, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Oui. Alors, j'ai beaucoup aimé l'état émotionnel du Cade qui est quasiment à la fin complètement. Il est pas en toi, le mec. Enfin, il est muet, il sait plus quoi dire. Enfin, tu sens Non. vraiment que ouais, qu'il a mal vécu le fait que son fils. En fait, son fils, parce qu'il faut peut-être quand même que j'explique, son fils a compris que son père était un gangster. Il l'a très très mal vécu. Il s'est fait passer pour mort et il avait envie tout simplement de défoncer son père et de prendre en fait sa place. C'est un peu bizarre dans le. Ouais, cette scène est ouf. Dans le comment dire, dans le déroulé. Enfin, je sais pas, t'es pas content que ton père soit un mafieux, donc tu veux le dérouiller pour devenir toi-même un mafieux. C'est un peu chelou, mais bon, j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est pas tellement le souci. Un autre truc que j'ai beaucoup apprécié, on sent de plus en plus, mais depuis l'année dernière hein, déjà, hein, que le Captain Stacy, il se rapproche de plus en plus, épisode après épisode, du secret de Peter Parker, à savoir qu'il est Spider-Man. Et donc, on a vraiment aussi ce sentiment en fait d'étau qui se resserre autour de Peter Parker. Donc d'un côté, tu as cette histoire d'action, de l'autre côté, tu as sa vie privée qui est en danger, il y a Gwen, il y a ça, c'est encore une fois, c'est ce qui fait la force de cette série, c'est qu'on est vraiment sur tous les fronts, en fait, il se passe quelque chose, il n'y a pas un front sur lequel tu te dis, là, il est vraiment tranquille, quoi. Très très beau front. Et puis, qu'est-ce que j'ai noté de plus? Rien de plus. J'ai juste marqué fin d'arc, 3 parties magistrales. Il y a de l'action, il y a du suspense, il y a de l'émotion, il y a un beau cliffhanger. Il y a des graines qui sont plantées avec Richard Fisk, etc., etc. C'est génial. Un vrai coup de cœur, cet arc en 3. Ben ouais, très, très d'accord pour le coup. Je trouve que on ressent voilà, comme tu dis, l'humanité de Fisk, ce qui germera hein, des années plus tard dans des histoires encore plus cultes que celle-ci. Mais voilà, le côté où c'est pas juste un parrain du crime, mais qui a quand même un côté très noble dans sa volonté de mettre à l'abri sa famille et du coup de se faire finalement de se faire piéger par
sa propre formule, quoi, où on découvre que. Moi, je pense que je le vois plus de cette façon-là, mais tu vois que Richard a voulu piéger Fisk à son propre jeu, non pas pour devenir lui-même un parrain du crime en finalité, mais pour lui montrer que son père est éjectable en fait. Et que du coup, c'est vain de vouloir faire carrière là-dedans parce qu'à tout moment, il peut se faire renverser par quelqu'un et du coup, peut-être mourir au passage. Et du coup, lui, il perdre son père. Et je vois plus de cette façon-là, avec une relation voilà, père-fils un peu classique de ce genre-là, même si évidemment il a souffert de l'évocation au grand jour de la carrière criminelle de son père. Et ça finit sur, à l'inverse des autres combats, sur un non-lieu, quoi, finalement, sur Spider-Man qui s'en va, qui les laisse en famille discuter de leur, euh, de leurs grands secrets familiaux et du grand travail qu'il va y avoir à accomplir pour réparer tout ça. Et encore une fois, une scène du masque, hein, je trouve que c'est vraiment, on est dans la thématique. Bon, après, c'est voilà, hein, Mission Impossible était une série qui marchait à l'époque, hein, mais Ah ouais, on est c'est de toujours cette époque-là? c'est ouais, fin des années 60, ouais. Fin des années D'accord. 60. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'on joue toujours avec le même type d'artifice. Et moi, j'aime beaucoup la scène entre Peter, Gwen enfin Spider-Man, Gwen et le capitaine. Où, du coup, Peter est obligé d'aller vraiment jusqu'au bout de son secret sans se trahir, c'est-à-dire expliquer qu'en gros, il travaille avec Spider-Man, quoi. Et très, très joli bruit de bouche. Et du coup, finalement, on commence à arriver sur un point de non-retour, où là, on commence à montrer vraiment le lien parfaitement établi entre Peter et Spider-Man. Il prend pas juste des photos pour lui, apparemment, il travaille aussi pour lui, voilà, de manière plus officieuse. Et en tout cas, c'est la couverture que Peter a choisie pour vraiment se sortir de ce pétrin. Et on sent que voilà, on commence à atteindre certains points délicats, quoi. Et voilà, puis moi, Richard Fisk, pareil. Alors moi, je l'avais pas vu venir pour la simple et bonne raison que le personnage a eu une autre destinée, que j'évoquerai pas ici, mais qui du coup n'était pas du tout celle que j'imaginais pour cet épisode. Et ça m'a surpris. Je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord, je savais pas du tout qu'il était le conspirateur, du moins le temps de 3 épisodes. Et encore une fois, ça a augmenté un peu ma culture finalement du lore de Spider-Man. Et ça l'a amélioré et j'ai appris quelque chose. Ça faisait partie justement des épisodes que j'avais pas lus. Voilà. Magnifique. Et ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est de savoir que tu vas parler du prochain épisode. Alors, 87, très très bon épisode. Non, 86. 86. Je Juillet. sais pas si vous. Hein? Juillet, les gens ont la tête dans le Ouais. sable, il faut un petit épisode un peu plus léger. Voilà, c'est ça. C'est clairement la même teneur que l'épisode avec Vif Argent hein, en 69, si je dis pas de bêtises. Un C'est team-up pire, c'est avec. pire, c'est pire. C'est- Vif Argent est un peu mieux, quoi. Non, non, pour moi, c'est la même merde, hein, franchement. Un épisode team-up avec Black Widow qui avait un costume bien pétant à l'époque, hein. C'était un peu les années 60. Du coup, elle comprend que les années 70 arrivent. Du coup, il va falloir changer sa tenue. Elle va évidemment voilà, arborer sa fameuse tenue d'espionne. Et du coup, forcément, elle a une idée en tête, c'est de tester ses pouvoirs en face de l'homme araignée, du coup, puisque elle, c'est la veuve noire. Donc, elle se dit que peut-être il y a un truc à faire, il y a un truc à tester. Et voilà, c'est un épisode qui est très quelconque. C'est un team-up comme on les aime pas, pour ma part, voilà, dans l'univers de Spider-Man. J'étais là, comme tu dis, pour faire un peu de promo pour le personnage, hein, sans doute, mais aussi pour En fait, c'est couper les pour murs. lancer sa série. Hein. Voilà. Je sais pas si elle a eu une C'est série pour, solo à l'époque. Si, c'est ce qui était marqué en fait Ah dans oui, le c'est truc, vieux. c'est qu'après, elle a eu sa série solo D'accord. pendant quelques épisodes. Je suis pas certain qu'il y ait eu beaucoup d'épisodes de Black Widow toute seule. Donc, c'est vraiment, ça servait à ça. Hein. C'est le team-up un peu foireux qui arrive, mais histoire de dire à tous les gens qui achètent Spider-Man, il y a Black Widow qui sort le mois prochain, les copains, Hmm. foncez quoi, foncez. Et j'ai Ouais, bien aimé quand même qu'il y ait ce costume, le costume qu'on connaît d'elle, quoi, bien sûr, bien sûr. Même si par qui moment s'est créé le dans les pages de visage. Spider. Ouais, du coup, ouais, c'est vrai. Le visage là, c'est quand même très très joli, quoi. Ouais, mais il y a des visages beaucoup plus irréguliers, tu vois, sur le personnage, hein. Tu vois, par exemple, celui-ci, on sent que c'est pas. Attends, je sais pas si on va le voir. Ah ben oui, Voilà. C'est pas la joie à c'est chaque pas... étage non plus, mais. Enfin bon, Oui, et puis là, il y a les cheveux violets. Bon, C'est vrai. c'est Ouais, vrai. c'est pour faire un peu d'ombrage. Mais c'est Est-ce voilà que tu as remarqué qu'il y avait beaucoup de... Ah, t'es plus jeune que moi, peut-être que tu l'as pas vu, mais moi, quand j'étais gamin, il y avait beaucoup d'IA qui avaient des cheveux tout blancs. Je sais pas si elles essayaient de se faire des couleurs et tout, mais ça virait au violet. c'est peut-être ça, du coup. Ouais. Et oh, ça m'étonnerait.
ça m'étonnerait. Mais voilà, et ça me faisait beaucoup rire mon frère et moi quand on voyait passer des vieilles avec des cheveux violets. On se disait, mais qu'est-ce que c'est que ces punks? Et en fait, non, c'était juste des couleurs qui étaient ratées. Voilà, petite anecdote. Ah, il y a peut-être une tante May dans le Spider-Verse qui a eu son côté punk, on sait pas, qui est devenue Spider-Woman, je sais pas. Oh, bah, de toute façon, dans le Spider-Verse. Hein. Je connais le célèbre adage, bien sûr. Mais voilà, pour ma part, c'est un épisode de. Alors, mine de rien, il y a quand même un peu de drama hein, qui se développe autour de ça. Gwen qui pose un ultimatum à Peter, hein, comme quoi voilà, elle voudrait qu'il ne bosse plus avec Spider-Man. C'était les conséquences directes du précédent épisode. Et Peter qui fait encore peur à sa tante en mode merde, j'ai gaffé. Il passe devant la fenêtre. Et l'autre, elle le voit par la fenêtre. Limite, elle retombe pas encore en syncope. Enfin, on sent qu'on tourne en rond avec Tante May. Et déjà à l'époque, ça faisait chier les scénaristes. Quoi, enfin, Stanley, du coup. Et voilà. Et Peter qui tombe malade à la fin de l'épisode. Oui, tout à fait. Finalement, il n'y a que le cliffhanger qui est réussi pour ma part. Moi, je me suis habitué à ces petits épisodes. T'en as un par an. Oui, voilà. C'est un annual, quoi. En plus, il n'y a pas d'annual. Ouais, c'est ça. C'est la première année, ouais, il n'y a pas d'annual. Enfin, ouais, première année, je sais pas. En tout cas, il n'y a pas d'annual. Est-ce que ça m'a manqué? Pas sûr. Mais bah, ça dépend. Après, on a eu des annuals qui étaient quand même très très bien. Très très bien, avec un I. Sinister Six, le truc avec Crâne Rouge. Bien sûr, mais regarde, 2 annuals sur 6, 7. Ouais, mais bon, quand même, quoi. C'est de temps en temps, il y a un petit truc comme ça. Puis, alors, moi, de toute façon, je suis en mode lover avec Spider-Man, donc cherchez pas. Je trouverai toujours des circonstances atténuantes pour sauver tout ce que je peux. Et donc, il commence à tomber malade. Aïe, aïe, aïe. Et là, par contre, on arrive sur l'épisode que j'ai peut-être le moins aimé. Peut-être. Oh, ouais, enfin, je l'ai bien aimé, mais c'était pas non plus. Ah ouais. Ouais, enfin, bref, on peut enchaîner du coup. On est au mois d'août. Et Spider-Man a pris froid avec l'épisode 87 de The Amazing Spider-Man. Stan Lee au scénario, John Romita Senior au dessin, Jim Mooney à l'ancrage. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, bah en fait, ouais, il est malade, mon petit Parker. Il comprend pas trop ce qu'il a. Et puis surtout, étant donné qu'il est malade, bah, il commence à perdre ses pouvoirs. Et ivre de fièvre, complètement groggy parce que 42 fièvre, il va aller annoncer à ses amis à la fois la fin de Speedy en disant bah, Spider-Man, vous ne le reverrez plus. Un peu comme ça, moi je l'entends comme ça dans ma tête. Et en même temps, il va dire Spider-Man, c'était moi. Et puis évidemment, bah écoute, je crois qu'il va voir un médecin très très sympa. Ça permet aussi d'avoir un petit moment cool pour dire les médecins sont les vrais héros de notre civilisation. Voilà, très belle scène. J'aime beaucoup cette planche. Sympa. Disons que si le Capitaine Stacy il avait encore des doutes, là il en a plus du tout. Hein. Là à un moment donné, si le mec il se dénonce, bon c'est toi. Bon, mais bon, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Mais bref. Ouais, et donc du coup il va chez le médecin, 2 efferalgans et de quoi? Les cheveux. Eh ben. De quoi les cheveux? On la garde. Tiré par les cheveux. Ah ok d'accord. La calvasse, bien sûr. Allez. Si alors 2 efferalgans. Pas la peine. Hein. Genre, monsieur est le pionnier de l'humour, quoi, maintenant. Enfin, je veux dire, ça y est, quoi. Depuis qu'il fait des émissions J'arrête au 100%, il se prend plus pisser, quoi. Il juge. À 99%. Et abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc il va voir le médecin. Ce qui permet quand même d'avoir un petit encart pour dire les médecins sont les vrais héros des temps modernes. Ils sauvent. Le médecin, il ne veut pas se poser de questions. Non, on s'en fout de ton masque. Viens, je vais te soigner. Enfin, voilà. Des gens extrêmement bienveillants qui se donnent complètement à fond. Il y a un petit message derrière qui est sympa. Évidemment, 2 efferalgans et ça va beaucoup mieux. Et donc, toute la question se pose pour Peter de merde. Hop, les efferalgans, 2 Dafalgan et Oli, et donc il se pose forcément la question de se dire merde, mais comment je vais faire pour réparer ma boulette? Et il va tout simplement retourner voir. Alors j'ai mangé son nom, mais celui qui incarnait le rôdeur. Robbie Brown. Obi, oui, c'est bien aussi Robbie. et il va lui demander en fait de se déguiser en Spider-Man et d'apparaître à un endroit donné pour qu'on puisse voir dans la même pièce à la fois Spider-Man et à la fois
Peter Parker, comme ça, voilà, il était complètement disculpé. Ça permet aussi de faire un petit retour en arrière à l'époque où Doc Ock avait démasqué Spider-Man. On avait vu déjà à cette époque que c'était Peter Parker sous le masque. Et puis voilà, j'ai envie de dire que derrière, tout se passe bien. On sent bien quand même que le Captain Stacy, il a toujours de plus en plus de doutes. Et là où ça finit, si tu veux, là pour le coup, de me sortir un petit peu du récit, parce que si tu veux, 2 fois qu'il est démasqué devant tout le monde et on se rend toujours pas compte que c'est lui, ça commence à faire beaucoup. Je trouve que là, c'est un petit peu con-con. Et puis surtout, il y a Spider-Man qui va voir le rôdeur pour lui dire prends ma place. Et le faux Spider-Man se rend bien compte en fait que tout ça c'est pour disculper Peter Parker, mais le rôdeur ne fait pas le lien entre Spider-Man et Peter Parker. Est-ce que je suis clair? Oui, oui. Après, c'est Spider-Man qui Normalement, envoie le le costume, rôdeur, quoi. oui, mais quand il enfile le costume pour aller devant les autres, Ah oui. ça se voit à mort, puisque tout le monde dit autour, ah bah du coup, ça peut pas être toi, Spider-Man. Là, moi, d'être complètement con, euh, normalement, Obi Brown, il doit s'en rendre compte quand même du truc. Euh, Alors, j'ai la scène devant les yeux, il le dit pas, hein. Il dit pas quoi. Et ben, il dit pas. C'est dans sa tête en fait que George Stacy se dit Peter est disculpé. Gwen doit nager en plein bonheur. Mais devant lui, ils disent pas ah bah du coup tu n'es pas Spider-Man, Peter. Les Voilà. photos, c'était donc vrai. Vous avez conclu un marché Peter et toi. Ah Peter et toi. Ouais. Ouais, mais bon, si le mec il débarque, tu sais, il fait pas forcément. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais ça passe. On va tous suspendre très fort notre incrédulité. Enfin Très voilà, très fort. très fort. On va se accrocher au max. Ça passe. Mais, Et pas mais 3 fois quoi. Deux ah fois non, c'est bon, mais de non, bah non, toute c'est un peu con façon, quoi. il n'y aura pas de troisième fois, hein. Ouais, oui, ah oui. Spoiler alerte. Et ben voilà, sinon, j'ai bien aimé l'épisode, quoi, voilà, mais bon, Ouais, c'est bah pas moi non j'aime plus. beaucoup la colorisation parce que pour le coup il est bien imprimé celui-là, donc on peut profiter un peu de la Est-ce qu'on colorisation avec serait pas des. déjà un peu sur un Miles Morales? Oula, tout de suite quoi, Bah, c'est tout de la première suite. fois qu'on voit un noir dans le costume de C'est vrai, Spider-Man. c'est vrai. Moi ça m'a beaucoup fait penser au Superman et Batman, les World's Finest, quand bien souvent Batman pour se faire disculper va demander à Superman de se faire d'enfiler un costume de Batman Hmm. pour apparaître. Enfin, c'est déjà arrivé plusieurs fois, notamment dans la série animée de Superman de 96. Donc ça a beaucoup fait penser à ce tour de passe-passe que les héros mettent en place pour se rendre des services. Et du coup, c'est logique parce que le rôdeur a plus ou moins les mêmes pouvoirs que Spider-Man, et en plus la tenue est très largement inspirée. Donc moi, je trouve que c'est une bonne réutilisation du lore, des personnages qui ont été instaurés, qui ont été plantés, hein, voilà, métaphore de la graine toujours. Et ça permet de revoir un peu ce que devient ce personnage qui, au final, était assez important dans ces années-là. Il le sera un petit peu moins par la suite, mais voilà. Et Et puis il y du coup, avait un moi, beau texte autour de son apparition, Rodor. Il y avait vraiment une belle idée, hein. oui, 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 tout à fait. Donc, Même là, le fait qu'il remplace Spider-Man, ne serait-ce que le temps de quelques cases, on essaie peut-être de faire un message subliminal en disant, regardez, peut-être que Peter Parker sera peut-être pas toujours Spider-Man. Bon, après, il ne pouvait pas le savoir à l'époque, et les auteurs, hein, mais il y a quand même cette idée que c'est un peu planté là, et il faut voir ce qu'on peut en faire, quoi. Et moi j'aime bien, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Il y a, voilà, les couleurs, je les trouve magnifiques. Il y a des planches, on sent que voilà, petit à petit, comme la planche que j'ai montrée tout à l'heure, hein, on est de plus en plus sur des splash pages, là où c'était un peu unique à l'époque des années 60, où c'était vraiment une fois de temps en temps, c'était en bonbon. Là, c'est de plus en plus régulier et on sent que ça amène vers une transition. Voilà. On sent que l'année 70 va être marquante, donc on en parlera un petit peu après. Et puis aussi, on peut noter que c'est l'anniversaire de Gwen, donc encore une fois, le cycle du temps qui avance, voilà, avec Peter qui va se mettre, ni plus ni moins, qu'à voler des bijoux, parce que la maladie le rend fou, oui, j'ai la oublié maladie ça. d'amour, enfin la maladie de sa grippe, hein, Ouais, il les repose, hein. il la repose, hein. Et sur le coup, t'es en mode, mais what the fuck. En fait, Ouais. oui, voilà, Puis il se trompe pas, hein, des sympathique. perles, un truc. Il a le goût de l'argent et des planches, encore une fois, magnifiques. Et moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode, personnellement. Ça. Et puis le petit flashback, comme tu disais, que moi j'ai trouvé très appréciable parce qu'encore une fois, on revoit une scène marquante de la carrière du personnage, mais sous les traits du coup
de notre ami, du coup, c'est Romita ou c'est Buscema, je sais plus. C'est les deux, je crois. Là, c'est John Romita Romita. et Mounet. Voilà. Pardon, Donc voilà, toujours très appréciable. Romita Monet, ouais, absolument. Voilà, pour ma part. Eh bien, c'est à toi. Ah là là. Ah, cet épisode. Ah non, c'est pas encore celui-là. Mince, c'est après. Alors celui-ci, donc c'est Amazing Spider-Man 88, les bras du Docteur Octopus. Septembre, Un c'est la retour. rentrée. On repart sur un arc. Voilà. Mais vraiment, je pense que ça a une incidence particulière. Hein, vraiment. Parce Ah oui, que, oui, non, mais moi j'en suis plus que convaincu parce qu'à chaque fois on remarque que juillet-août c'est un peu plus léger, septembre, bah, ça envoie. voilà, en tout cas, Généralement, c'est c'est ça. vraiment ce qui se passe, quoi. Et là, on voit que voilà, certains, il y a des groupes voilà, de personnes qui étudient un peu les bras du Docteur Octopus. Le public est un peu intéressé par ce personnage haut en couleur. Et le retour de Doc Ock, tout simplement, qui avait disparu de pas très longtemps, parce que je crois que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était début 68, avec l'arc où Peter était sous son contrôle mental. Donc là, les bras sont séparés du Docteur Octopus, il va les contrôler à distance. Et on va tout de suite être dans une vision d'horreur de ces bras qui, à l'époque, étaient terrifiants pour le lecteur comme pour la foule qu'il y avait autour. Parce qu'on avait vraiment l'impression de voir une pieuvre finalement s'agiter sous nos yeux. Là où aujourd'hui, c'est plus qu'un petit toutou qui est là pour rendre service à son papa. Hein, hashtag Dark Web, hashtag série nerd. Mais à l'époque, voilà, ce genre de scène entre Peter et les bras d'Octopus était traité avec beaucoup plus d'horreur et de conséquences, puisque mine de rien, ils font presque tomber un mur sur la foule. Et tout ça en fait pour nous donner lieu à l'évasion en fait du Doc Ock qui va prendre en otage un avion qui a à son bord un dirigeant politique, Ah oui, j'ai oublié. le général Sou. Voilà, donc évidemment ce n'est pas anodin quant aux relations diplomatiques des États-Unis avec l'international à l'époque. On ne sait Et pas s'il évidemment, est vietnamien, chinois, on ne sait pas. on ne sait pas. Mais en tout cas, on sait que c'est ciblé sur une partie du monde vraiment particulière. Donc il y a quand même ce côté où je pense que tout n'est pas innocent. Avec la foule qui en plus prend part à cet atterrissage un peu compliqué, puisque pour eux, voilà, forcément, ils ne veulent pas forcément le voir en négociation avec les Américains. Enfin voilà, il y a tout un bagage politique qui est très fort, très, très intense à cette période. Et Doc Ock qui se retrouve un peu au milieu de tout ça à gérer Doc Ock. les otages. Doc Ock les otages de l'avion et voilà en mode vraiment en mode C'est j'ai trop toutes les la cartes en main. classe. Pour la C'est classe. trop la classe. Est installé dans son pieu. Et on retrouve du coup John Jameson au passage, hein, qui est toujours là, hein, souvent, enfin qui est souvent là avec Doc Ock. En tout cas, Doc Ock, j'ai que ça en tête maintenant. Du coup, un épisode qui est très fort, qui est dessiné par John Romita, qui ouvre un nouvel arc, comme tu disais, qui va avoir une incidence tout à fait considérable par la suite, mais c'est le dernier épisode vraiment régulier quoi, de Romita avant l'arrivée d'un autre dessinateur. Et c'est un épisode qui est très efficace, qui reste toujours, mine de rien, classique hein, dans sa mise en page, enfin classique pour du Romita, hein, bien sûr. Et Peter qui va devoir s'éclipser à nouveau pour essayer d'arrêter le Doc Ock qui va faire croire qu'il s'est sacrifié dans l'avion et qu'au final l'avion explose et on ne sait pas où il est passé, mais on se doute bien que le personnage va revenir juste après. Et c'est un combat un peu en huis clos qui est encore une fois très classique avec des petits gaufriers sympathiques, mais pas encore cette petite folie qu'on aurait pu être en droit d'attendre pour un combat avec Doc Ock. Mais c'est un super épisode et ça introduit avec merveille les éléments qui vont suivre. Voilà. Alors, déjà, première chose, je me permets pour ceux qui nous écoutent sur YouTube de remontrer en fait cette cover qui est ma préférée de l'année 70. C'est celle-là. Ah ouais, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et moi, je fais partie aussi, tu vois, moi, je me rappelle quand j'étais gamin, en fait, si tu veux, tous ces trucs, en fait, les bras, le contrôle et tout. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder, mais je sais que le début, en fait, de cet épisode, pas l'épisode en entier, mais vraiment le début, où il contrôle, en fait, mentalement, où il les fait venir, où Spider-Man se bat juste contre les tentacules, je sais que je l'ai déjà lu quelque part. Dans un Strange spécial origine, où je sais, j'en ai pas la moindre idée, mais j'en suis vraiment convaincu. Et ça fait aussi partie des choses que j'aime en fait avec Doc Ock. J'adore Doc Ock. Et quand les tentacules en fait sont comme ça toutes seules, tu te rends compte que,
la dangerosité du truc, enfin, c'est fou. Et graphiquement, il y a des scènes de folie, quoi. Tu vois, enfin, c'est d'une beauté de malade. Et donc la cover, elle est signée Romita, senior évidemment, et je la trouve magnifique. Est-ce que je vais la chercher sur eBay? C'est pas impossible. Oh non. Mais non, je pense pas quand même. Ce serait vraiment, Fais déjà ça c'est pour pas eux. impossible. Mais, vraiment, je la trouve magnifique celle-là. Elle est absolument éclatante. Qu'est-ce que j'avais noté un tout petit peu là-dessus? On revoit le professeur Warren, mon pote, dans cet épisode. C'est vrai. C'est dans On celui-là. revoit le professeur Warren. Ouais. Et encore une fois, ça me fait la même impression que la première fois qu'on le voit, le professeur Warren, c'est glaçant. Ouais. Parce que évidemment, en plus, il pose des questions, Gwen, alors, machin, enfin, tu vois, la petite. Alors, putain, Gwen, qu'est-ce que vous vouliez en fait, du coup et c'est terrifiant. Il y a un petit crush sur Gwen. Parce que j'ai évidemment toute la saga du clone et tout en tête, l'horreur du truc, oh la vache, quoi. Et en fait, tu te rends compte que depuis toutes ces années, cette espèce d'immonde salopard était déjà là, quoi. Et je sais pas ce qui va se passer dans les prochaines intégrales. Je sais qu'il va y avoir la première saga du clone, à un moment donné dans les années 70. Je sais absolument pas quand, mais je pense que c'est dans les années 70. J'en suis pas persuadé, mais non, je ne veux rien savoir. Mais pour moi, ce n'est pas anodin qu'on commence à le revoir maintenant. Pour moi. C'est tout ce que j'ai. Ni confirmé, ni infirmé. Mais tout ce que je peux fait. dire, c'est que Gwen, elle a une tenue très fashion, voilà, pour l'époque. Oui, mais il y a un moment donné aussi dans les épisodes précédents, une espèce de robe un peu genre indienne. C'est vrai. Alors là, je veux dire, ça c'est pareil. C'est comme le hashtag du Captain Stacy. Sort avec une robe comme ça. Oui, appropriation culturelle, salaud. Ça aurait été dur pour Gwen. Mais autre époque, autre mœurs. Et puis on arrive tout doucement à l'épisode suivant. Oh là là, c'est toi qui as le... Oh là là, je te le laisse bien volontiers. Ah non, parce que ta première impression est très intéressante, je trouve, sur ce changement qui s'opère. Comme tu veux, vraiment, parce que ça m'empêche pas de le dire après. Hein. Du coup, on arrive à l'épisode 89 de octobre 1970. Au scénario Stanley, au dessin Gil Kane, à l'ancrage John Romita Sr. Donc, pour commencer, Gil Kane qui arrive donc sur la série. Gil Kane que je ne connais pas plus que ça. Faut pas s'inventer des lives, je le connais pas plus que ça. Je le découvre. Il montre pas ses tétons, il montre Hal Jordan. Pourquoi il montre Hal Jordan? Parce que si tu m'arrêtes si je me trompe, mais déjà à l'époque, Gil Kane, c'est pas Joel Clodo en termes de créateur de comics. Il a déjà un gros passif derrière lui, notamment du côté de chez DC, où toute la nouvelle vague des Green Lantern, c'est lui le copapa. Hal Jordan, Sinestro, Abin Sur, tout ce qu'on aime en fait chez les Green Lantern, le papa en fait c'est lui. Donc en fait, on peut tout simplement se dire que Marvel et la série Spider-Man signent un très très gros nom pour venir dessiner Spider-Man. C'est vraiment pas n'importe qui. Et donc voilà. Alors que Romita Senior, quand il est arrivé, il dessinait déjà des trucs, mais c'était pas non plus une star absolument incroyable. Si je dis pas de bêtises. Je crois pas, non, je crois pas. Je crois pas, hein, mais je peux me tromper. Alors que là, vraiment, tu as l'impression que c'est le PSG qui vient de recruter Neymar. En tout cas, pas sur du super-héros, Romita, parce que forcément... Ouais. Il a fait plein d'autres trucs. Gil Kane, oui. Gil Kane, il a fait Atom aussi. Enfin, voilà. Ouais, enfin, plein de trucs. Gil Kane, co-papa de l'Abomination. C'est vrai. Il aime bien le vert. Hein. C'est vrai. C'est pas la plus belle Abomination qu'on ait vue quand c'était Gil Kane, il faut se le dire aussi bien tranquillement, mais c'est lui. Donc, co-papa, donc forcément, petite pensée pour lui. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? On va pas tourner autour du pot. Doc Ock a survécu au crash de l'avion, évidemment. Il a la ferme intention de péter la gueule à Spider-Man, mais quelque chose de correct. Et donc, il va commencer à vouloir démonter une centrale électrique pour le faire sortir de son trou. Et ça va donner une putain d'énorme bagarre absolument magnifique. Tout cet épisode
ce premier épisode de Gil Kane, tout est prétexte en fait à, comment dire, à mettre en avant l'arrivée de Gil Kane, et il y a tout un tas de trucs en fait qui vont complètement en fait changer avec lui sur le dessin de Spider-Man. C'est pas flagrant, enfin si c'est flagrant, mais il faut quand même, on va dire, un petit œil averti. C'est-à-dire que par exemple, le premier truc que tu vas voir, il y a des angles de caméra qui sont peut-être un petit peu différents. Peut-être que ça me fait penser peut-être un petit peu plus voilà, bien vu, à Ditko, bizarrement. Les angles, tu vois, un peu plus de côté, comme ça, les angles de face. On n'hésite pas à pencher un tout petit peu la caméra, ce genre de truc. On n'hésite pas à faire un gros plan sur les mains avec les lance-toiles, ce genre de truc. Et puis surtout, le très très gros changement en fait, et j'en ai fait un tout petit panneau, c'est que Spider-Man va vraiment avoir de plus en plus une pose arachnéenne. Il va vraiment gagner en agilité. On va vraiment avoir, je trouve, quasiment, on va dire, l'avant-dernier truc qui manquait au Spider-Man moderne. On avait Steve Ditko qui était pour moi le designer. On n'a pas arrêté de le dire. Enfin, il a implanté plein d'idées qu'on va continuer à revoir au fur et à mesure. C'est le papa visuel en fait de Spider-Man. On a John Romita senior qui pour moi était peut-être c'était absolument magnifique, mais c'était assez classique dans la réalisation, mais c'était vraiment magnifique. Et là, avec lui, avec Gil Kane, le mec, il arrive et il en fait vraiment une araignée. Il en fait Spider-Man. Il y a cette espèce d'agilité, et je vous assure que dans les poses là qu'on peut voir, notamment celle au milieu là à gauche, mais c'est que des poses, ou celle là qu'on peut voir tout de suite à droite, c'est que des poses qui vont être reprises dans les années à venir et qui vont être toujours un petit peu plus exagérées. Et avec Gil Kane vient l'agilité, la souplesse, l'araignée. Pour moi, à ce moment-là, il manque qu'un truc dans mon Spider-Man idéal, c'est McFarlane, la toile spaghetti. Et puis tout est là. La composition des pages est moderne, on n'hésite pas à faire des pleines pages. Merde, je suis obligé de... Bah si, remarque, parce que ça, c'est le cliff de fin. La page de gauche, là, mais je vous jure, on pourrait en parler pendant 1 heure, mais je te laisse en parler. Non, mais la page de gauche, déjà, tu as une référence à Romita, en haut à gauche. La position de ce personnage de Spider-Man, comme ça, c'est repris d'une couve. C'est une couve d'un épisode avec Johnny Storm de mémoire de C'est pas Ditko ? Ou c'est Ditko? Ah non, c'est Ditko, t'as raison, autant pour moi. C'est Ditko, ouais. Donc déjà, référence évidemment au papa, comme tu disais. Et puis, ouais, la musculature du personnage, on sent l'arrivée explosive, on sent qu'il le fait passer par toutes les cases, qu'il se fait plaisir. Il grimpe sur des murs, il virevolte dans les airs. Il y a cette planche aussi, ce petit truc, je sais pas si tu peux montrer, mais où tu le revois faire le fameux truc des mains. Tout à fait, les doigts. Il fait tout. En fait, il coche le bingo de toutes les apparitions, on va dire, iconiques de Spider-Man. Il se fait plaisir. On sent que le scénario est vraiment mis au second plan dans cet épisode. Comme tu disais, c'est pas le truc C'est de pas base. le moment. Là, c'est bagarre. Vraiment, c'est bagarre contre Doc Ock. Voilà, il n'y a pas de truc plus important que l'aspect visuel. Et on sent le côté un peu encore plus fou, en fait. On se disait que Romita, enfin moi je me disais que Romita c'était déjà une avancée très forte, parce qu'il arrivait en plus à l'époque sur un double épisode avec le Bouffon Vert. Là, on sent que Gil Kane, pareil, il veut faire son Romita de l'époque. Il y a des scènes entières où Peter est pris dans les tentacules d'Octopus, mais vraiment, tu sens qu'il est bloqué en fait par ces trucs-là. Il y a le côté un peu étriqué en fait des scènes d'action à cause de la force de ses bras. Il y a tous les plans, comme tu disais, il y a toutes les scènes, des combos que tu fais quand t'es gamin, quand tu joues avec tes figurines. Il a tout fait, vraiment, il a tout fait dans cet épisode. Et alors la double tartasse, quoi, pour citer Jules, c'est vraiment, ça marque le visuel. On sent qu'on est dans les années 70. Et je me souvenais pas que Gil Kane il arrivait en 70 pile poil. Tu vois, je pensais qu'il arrivait un tout petit peu après. Et là, on sent vraiment, comme tu disais, la transition en fait vers autre chose, vers une autre époque, vers des numéros qui ont forcément beaucoup plus de facilité de lecture que les numéros des années 60, parce que, ne serait-ce que le visuel, déjà, on est dans quelque chose de plus contemporain et qui va inspirer, comme tu disais, une génération d'artistes. C'est beaucoup plus... le nombre de cases...
quand tu regardes en 62 le nombre de cases et quand tu regardes maintenant, enfin, ça n'a rien à voir, mais ça a vraiment évolué au fil du temps. Et puis là, on n'hésite pas non plus à faire quasiment voilà, des pleines pages avec de la Ah, profondeur. Enfin, voilà. et la première planche que tu avais sur ton autre panneau, là, celle-ci, Ouais. euh, tu vois aussi d'entrée de jeu les yeux. Moi, ça m'a marqué, mais parce que c'est comme Oz avec les oreilles de Batman, Oz qu'on embrasse d'ailleurs. Moi, les yeux de Spider-Man, tout de suite, je les vois beaucoup plus longs sur le Ah dessus, ouais, j'ai beaucoup pas plus fait pointus, gaffe, ouais. et moins atténués, tu sais, moins horizontaux que ceux de Romita, mais c'est très léger, hein. Tu sens que là, on arrive dans une génération où Spider-Man va avoir des yeux beaucoup plus levés vers le ciel, en fait, qui collent avec ses plans, comme tu disais, des civils de Jill Kane, où les plans sont tout de suite beaucoup plus éclatés, où on va piocher différents angles de vue. Là, c'est pareil, en fait, avec les yeux de Spider-Man. Et là où, à l'époque de Steve Ditko, ils étaient vraiment très, très fins, quoi. Et là, Ah franchement, oui, pour tout à moi, fait. c'est une grosse marque d'évolution pour le personnage, quoi. On n'a pas encore les yeux ultra expressifs comme on aura des années après, mais là, on est quand même très très bien. Puis alors, tu as cette planche que tu montrais, mais il y a celle d'avant aussi, où Doc Ock est impérial, quoi. Ah ouais, Il non, vient mais il de, est voilà, grandiose. il vient de choper, et pourtant avec ce costume-là, faut y aller, hein, mais il vient de choper sa Ah non, moi proie. j'adore. Ouais, mais on est sur le costume classique, on est sur l'âge d'or, quoi. Vraiment, Bien sûr. c'est resplendissant. C'est La scène avec, tu parlais du château d'eau aussi, je crois, en off, ouais. on évoquait, mais, où il retient le château d'eau. Enfin, tu sens que c'est une orgie visuelle, quoi. C'est Spider-Man dans toutes les situations qu'il a connues par le passé. Et à côté Ah, de ça, il y mais a quand même des petites références aux années 70, je trouve. Alors, c'est comme on disait, le scénario n'est pas au centre du truc, mais Robbie et Randy qui évoquent justement des manifestations contre la pollution atmosphérique, qui était un sujet, enfin, qui est toujours un sujet évidemment d'actualité, mais qui l'était peut-être un peu plus à l'époque. On évoque des noms comme Ralph Nader, qui étaient de mémoire des grands avocats ou des grandes personnes du tout à monde fait. juridique de l'époque. Donc il y a toujours ce côté inscription dans le monde réel, dans le monde contemporain. Mais le scénario est un tout petit peu plus, voilà, plus sur le côté parce que voilà, on laisse rentrer Jill Kane et après on reviendra sur une histoire plus classique. Bah, disons que alors, je sais pas si le scénario il est mis sur le côté ou s'il y a un peu moins de lourdeur, si tu veux, dans les dialogues. C'est peut-être plus ça. Peut-être. Parce que le scénario, il est Ah, mais je veux excellent. dire, c'est un combat contre Doc Ock, il réinstalle pas les enjeux, tu vois, c'est genre Ah on oui, casse oui, direct non. du truc, Non, combat on contre essaye de contre tirer Kane. le plein potentiel de ces personnages, clairement. Et il y a aussi un autre truc. Alors, est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est plus accentué là et que je le remarque? Tu vois, toutes les petites traces blanches pour le mouvement. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y en a beaucoup plus et ça te donne de la vitesse en fait dans ta lecture. C'est pour ça que je disais aussi, tu vois, que ces épisodes, mais ils se lisent extrêmement vite parce qu'en fait ils se vivent, t'es pris dans l'action et il faut toujours reconnaître aussi qu'il y a une grande intelligence en fait de la manière dont Gilles Kane il crée son dessin, il découpe ses pages. C'est très naturel la manière dont ton œil se balade. Tu vois, ça va vraiment de gauche à droite, tu redescends, ça va de gauche à droite, tu redescends. Enfin, ça va dans tous les sens, c'est virevoltant, ça va vite. Il va y avoir des onomatopées au bon moment où, boum, tu vois, ça va exploser. Enfin, oh, putain, c'est une masterclass, quoi. Je suis désolé, c'est pas pour être méchant, mais il y a vraiment une bande de pain-cul qui, en 2023, sont incapables d'arriver au quart de ça. Enfin, putain, les mecs, mais relisez des classiques pour non pas faire comme avant, mais pour vous en inspirer. Enfin, Des oh, c'est l'instant où il PNQ. était méchant. Ouais, il y en a, je veux pas être méchant, mais putain, enfin, ces trucs ont 50 ans, quoi. Donc, Ouais. faut quand même bosser, surtout qu'ils ont des belles tablettes graphiques maintenant. Allez, il recommence. Non, la méchanceté de cet homme, il y a des tablettes graphiques. Enfin voilà, c'est premier épisode. Alors autant te dire que premier épisode, le mec il arrive, euh, c'est moi le patron, quoi. Poussez-vous, Gilles Kane. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est pas fini parce qu'il y a la suite. Ah. En vrai, la suite, ouais, non, bah non, j'allais dire, on peut limite on dire la même chose, mais non, parce qu'il. Putain, c'est moi qui fais cet épisode-là? Bien Oh, sûr. oh là là. Oh là là. Le Amazing Spider-Man 90. Alors moi, c'est ma couve préférée, hein, c'est celle qui est en miniature, vous l'avez vu. Moi, je la trouve incroyable cette couve, parce que tu sais pas vraiment qui c'est qui a dans ses bras, en fait. Et je ne pensais pas que c'était lui. Tu pensais pas que c'est. Bah oui, c'est vrai que on va en reparler, Ah mais non, non, ton non, non, rapport non. à la mort, du coup, du capitaine Stacy, qui intervient, voilà, 3 ans avant la mort de sa fille. C'est pareil, c'est un des premiers éléments qui nous montre qu'on n'est plus dans les années 60 en fait.
que là, on va commencer à créer des enjeux et des conséquences avec les personnages qu'on vous a introduits justement dans la décennie précédente. Et à l'époque, on se faisait plaisir, quoi. On est dans la droite lignée de l'épisode précédent où Spider-Man est aux prises avec les bras de Doc Ock, il est en train de tomber. Il réussit à fuir, à échapper au personnage, mais on est dans une ambiance tout de suite beaucoup plus douce amère, quoi. Tu sens que le Spider-Man n'a pas gagné cette fois, mais que c'est un peu plus lourd. En plus, il y a son espèce de maladie qui revient, qu'il n'est pas il n'est pas en forme, Peter. Tu sens que c'est pas la joie. Et à côté de ça, on a ce côté où il va devoir trouver une autre solution pour combattre Doc Ock. Il va mettre en place sa fameuse toile spéciale qui va lui permettre justement de vaincre, enfin de venir à bout des bras métalliques de Doc Ock, une toile un peu électromagnétique. Encore une fois, le juste niveau de gadget. Tu restes dans les gadgets acceptables pour Spider-Man parce que ça reste une toile, mais tu joues un peu avec le côté scientifique de Peter Parker qui va trouver différentes astuces pour combattre ses ennemis, ce qu'il avait fait avec toute sa galerie de vilains auparavant. On sent que voilà, les relations entre Peter et Gwen arrivent à un point culminant, quoi. Gwen, elle est dessinée vraiment de la plus belle des manières par Jill Kane en plus, comme si c'était possible après Romita, quoi. Donc tu sens que voilà, ce trio arrive à son point culminant qui va être la mort de ce personnage du Capitaine Stacy dans un énième combat justement en revanche contre Doc Ock, et il va mourir de la plus belle des manières en justement sauvant un jeune garçon qui se trouvait sous les gravats donc d'un immeuble qui sont en train de tomber. Et cette case, on voit la main dépassée qui est juste terrifiante, même pour l'époque. Quand tu vois voilà, un personnage de cette ampleur dans le lore de Spider-Man qui se fait fumer comme ça en sauvant finalement des gens. Ce qu'il fera dans Amazing Spider-Man, le film aussi, hein, en arrêtant le lézard, ce qui sera repris très fidèlement justement, mais c'est pas le même contexte. Et puis encore une fois, bah voilà, c'est Jill Kane qui se fait plaisir, qui tente de nouvelles mises en scène. Je sais pas si tu avais ce panneau-là dans tes trucs, mais Non, je l'avais pas. Le symbole de Spider-Man au milieu et ce côté où on te fait comprendre que il passe du temps à chercher le vilain à travers la ville, mais c'est pas comme à l'époque où on te montre juste une case avec un petit bandon jaune en haut à gauche, et pendant ce temps-là, que fait Spider-Man? Là, c'est vraiment, on te le montre dans le feu de l'action, dans la droite lignée de la narration. Ce qui fait Et que les c'est beaucoup plus cases, simple. pardon. Et Oui, les non, mais cases les cases, s'entremêlent. ouais. Ce qui est aussi une autre méthode de narration. On n'est pas sur un truc strict, case après une autre case après une autre case. De temps en temps, il va se permettre en fait d'avoir une grande case avec une petite case, un truc qui s'entremêle. Enfin, le mec, c'est le futur, quoi. C'est ça. On sent que là, on est dans la modernité, quoi, de Spider-Man. Et regardez-moi ce joli petit corps, là, je sais pas si on le voit là. Regarde-moi comme il est baraqué, Peter. On a Ouais. 70. Et moi, les petits focus sur les gadgets comme ça. Même j'adore. mais comme je kiffe. J'adore. C'est un vrai moment de plaisir. Hein. Ouais, putain d'épisode de fou, quoi. Pareil, encore une planche. Alors, désolé pour ceux qui écoutent un podcast, mais la planche où Peter reprend ses cours et travaille en même temps sur les gadgets de sa conception. Enfin, c'est vraiment magnifique. Il y a combien de plans sur cette case? Bah, tu te rends compte? Franchement, c'est pas tellement la quantité qui compte, c'est la qualité, c'est le placement. C'est juste parfait. Il en faut pas plus, il en faut pas moins. Le mec, il est juste. Et je repense au French Geek qui m'a souvent parlé de Jill Kane, machin et tout. Alors voilà, je me suis acheté une artiste édition de Jill Kane. Moi, ok, tu vois, c'est super, ouais, ça a l'air joli et tout. Mais il y a le dessin que tu regardes pour te dire ouais, c'est joli, et il y a le dessin que tu découvres en lisant l'histoire. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas du tout la même expérience. Et là, là, tu as la pour le continuité coup, de ce qu'il y a avant, en fait. Donc, du coup, la transition, elle est d'autant plus forte que si tu prends juste une planche au pif. aussi. Et moi, je terminerai juste sur un truc. Après, je te donne la parole parce que je suis très curieux. On n'en a pas parlé, hein, plus que ça, parce qu'on voulait se réserver la primeur de cette analyse en direct live, j'ai envie de dire, pour nous. Mais franchement, n'hésitez pas, même si c'est en scan ou quoi, à jeter un œil à cet épisode. Juste cet épisode, en fait, qui est un marqueur temporel dans la carrière de Spider-Man, mais juste pour vous rendre compte voilà, de la modernité de ses dessins. Moi, je me souvenais pas que c'était une aussi grosse claque. Je l'avais lu à l'époque en kiosque, La mort de George Stacy, mais à l'époque, j'avais pas de point de comparaison, quoi. Et là, le fait de l'avoir relu avec ce que j'ai lu du coup entre-temps sur Spider-Man et pas que, sur plein d'artistes différents, ça met en perspective beaucoup de choses et on prend vraiment une claque d'autant plus forte. Amazing Spider-Man 90, l'un des points cruciaux de la carrière du personnage. Voilà. Tu savais pas que c'était cette année-là, toi.
Alors, ouais, enfin, il y a plein de trucs. Juste avant de revenir sur ça, le tout début aussi de l'épisode, pareil, une idée absolument brillante à reprendre en jeu vidéo, en film, en ce que tu veux. Speedy, en fait, qui se cache dans un immeuble et qui est poursuivi par les tentacules. Il a plus de toile, il est dans la merde et tout, et il est poursuivi par les tentacules dans les aérations, les machins comme ça. Mais c'était angoissant. C'était angoissant de voir les tentacules qui s'arrêtent finalement à quelques centimètres de Peter. Tu sais que tu sais parce qu'il te le dit. S'il me chope, je suis foutu. Elle s'arrête là. Non, en fait, il est pas là. Et tu vois les tentacules en fait revenir et repartir, comme si c'était, comme si en fait, c'est bizarre, c'est ça que j'aime avec Doc Ock, c'est que quand Doc Ock il est avec ses tentacules, c'est Doc Ock, c'est lui, on va arrêter, c'est lui en fait qui, c'est le personnage de Doc Ock, et il y a aussi des fois où c'est juste les tentacules, et donc forcément c'est silencieux, et c'est une autre manière en fait de te raconter des trucs. Et là, dans les méandres en fait de l'immeuble où tu les vois qui s'allongent, qui s'allongent, qui s'allongent, qui s'allongent pour essayer de le choper, putain, mais qu'est-ce que c'était bien fait quoi, absolument génial. Et donc, je C'est pour ça que savais c'est mon méchant préféré, hein, au passage. C'est pour ça que, en tout cas, c'est les combats que je préfère voir avec Spider-Man, c'est les combats contre Doc Ock. Pour moi, c'est ouais, les plus riches. je le mettrais très très haut dans mon classement. Très 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 haut. Vraiment. Classement qui arrivera un jour en live, pas du tout. Oh, quoique. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et donc je savais que le Captain Gwen Stacy, je savais que le Captain Stacy, il allait mourir. Voilà, mais je crois que je me rappelais du garçon et du tas de pierres, mais on va dire vaguement. Mais alors, tu m'aurais demandé de le cibler, je t'aurais dit dans les années 70, mais pour moi, ça allait être beaucoup plus tard. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Et je me rappelais pas, en fait, de Gwen Stacy, putain, j'insiste, du Captain Stacy, qui, en fait, savait le secret de Peter Parker, mais ne l'avait pas dit. Et le révèle en fait à Peter juste au moment en fait de mourir, où tu comprends que non seulement, ok, il le savait et il a fermé sa gueule, c'est un homme bien. C'était vraiment un homme bien. Et sur ses dernières recommandations à Peter, avant définitivement de passer de vie à trépas, tu te rends compte aussi que c'était vraiment un homme bien. Et à la fois, tu as le choc de cette mort qui arrive d'une manière aussi subite, tu as le choc de oh merde, il savait, mais il l'a pas dit, donc c'est quelqu'un de bien. Et jusqu'au dernier moment, il pense à quelqu'un d'autre, il pense à sa fille, il pense à Peter pour la suite. Tu vois, et jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout, le Captain Stacy était quelqu'un d'extraordinaire. Et fin de l'épisode, merci mon cul, il te laisse là-dessus au mois prochain. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. C'est génial. Et alors, si je me souviens bien, je crois qu'on l'a lu en même temps. Oui. Et c'était pas fait Ouais, exprès. je voulais pas finir. J'étais chez ma mère en vacances et on allait en fait se mettre à table et j'ai traîné des pieds, tu vois. Allez, j'arrive. Je voulais lire ce dernier épisode avant d'aller à table. Je pouvais pas rester là-dessus en fait. Et je t'ai mangé une tarte absolument magnifique, une des plus belles claques de ma vie de lecteur. Vraiment, hein. Parce que Peter, parce que les intégrales, parce qu'on le lit ensemble. Il y a tout un contexte, hein. On le dit à chaque fois, le contexte dans lequel vous lisez quelque chose compte énormément dans la manière en fait dont vous allez l'apprécier. Vraiment, ça compte. Et je dois dire que moi, c'était un contexte qui était plus que favorable pour que cet épisode me livre son plein potentiel, en tout cas moi à mes yeux. C'est absolument magnifique. Je crois que j'ai rien oublié. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, Oui, fais voilà gaffe, hein. aussi. Fais gaffe parce que c'est c'est un épisode marquant, donc on veut rien oublier, quoi. Ouais. Et, et oui, ici, le truc que j'ai noté, ça fait quand même 8 ans que Spider-Man existe, donc c'est quand même pas rien. Et le cadre est pas figé. Le cadre vient complètement de voler en éclats. Le père de Gwen Stacy est mort, le champ des possibles de ce qui va se passer par la suite est juste extraordinaire. Enfin, c'est assez fascinant, quoi. Vraiment. Et une mort qui a une saveur toute particulière aujourd'hui, puisque c'est un événement qui a été repris dans dans le film d'animation donc Cross the Spider-Verse, parce qu'ils en font justement un élément canevas dans la carrière des différents Spider-Héros. Et là, le visuel donc, de cet épisode-là a été repris tel quel dans le film. C'est-à-dire qu'ils ont repris les dessins. Alors je ne sais pas s'ils les ont un peu modifiés
avec le style de l'époque, mais en tout cas de mémoire, il faut que je revoie le film, mais de mémoire, ils ont repris cette scène-là. Et j'ai trouvé ça très fort parce que je crois que c'est le Spider-Man de la Terre, je sais plus, 90, donc référence à Amazing Spider-Man 90. Bien vu. Et c'est très juste d'avoir remis sur le devant de la scène le fait qu'à la base, c'est un événement de comics à une époque où il n'y avait pas de Spider-Verse, où on était sur une histoire beaucoup plus simple d'accès, en effet, de ce point de vue-là, mais avec ce côté, justement, où il y avait des éléments marquants, en fait, dans la timeline du Spider-Man, et celui-ci en fait partie. Et encore, c'est que Et le c'est pas début. fini. Ouais. C'est même pas la fin en fait de cette intégrale, puisqu'on arrive au mois de décembre. Un épilogue. Et avec, donc voilà ce qu'on disait, hein, après un cliff comme ça, il y a autre chose qui s'ouvre, et on est vraiment un peu comme 1969. Tu vois, enfin, là, on a commencé en fait avec 1970, avec des événements en fait. Enfin, c'était un peu la conclusion de ce qui se passait fin 69. Je sais pas si je suis super clair. Et là, tu sens, en fait, cet épisode, c'est le premier de quelque chose. Alors, je sais pas combien de temps ça durera, je sais pas s'il y aura, enfin, je sais pas, mais pareil. Et puis, la première page, vas-y, si tu veux la montrer. Bon, elle est ultra effrayante, hein, parce qu'on est évidemment, 1970, les enfants. ouais, on est aux obsèques de George Cessy. Donc, et puis c'est pareil, toujours cette qualité, premier, deuxième, troisième plan. Vous pouvez regarder dans plein de cases, vous avez toujours ça. Premier plan, la brutalité de la mort. On vous jette des pelles de terre sur le cercueil que tu vois en fait juste en bas. Au deuxième plan, le prêtre qui est en train de dire rendons grâce à Georges Tessier, etc., etc. Et derrière, et là, tu vois un petit peu toute la famille, évidemment au centre Peter et Gwen, J. Jonah Jameson, Robbie, enfin ils sont tous là, quoi. Ils sont tous là. Et l'épisode, en fait, il ouvre avec cette page-là, quoi. Et encore une fois, mais je te jure, on pourrait le dire sur même toutes les premières pages, toutes les premières pages sont absolument magnifiques et racontent des choses, et celle-ci ne fait absolument pas exception. Évidemment, donc les funérailles du Captain Stacy, Gwen, qui a une paire de boules absolument grandiose, évidemment, parce que son père est mort, elle en veut énormément à Spider-Man, et elle est prête à tout, en fait, pour essayer de démontrer que Spider-Man est pas quelqu'un de bien, essayer tout simplement de le faire tomber. Et donc là, elle va essayer d'aller demander l'appui d'un ancien flic qui s'appelle Sam Bullitt, et qui est, si j'ai bien compris, en fait, candidat au bureau du procureur. Si c'est bien ça, a priori, c'est des postes où tu as des élections, ce genre de truc. Et lui, en fait, pour avoir le soutien de Gwen Stacy, la fille du Captain Stacy, évidemment, il dit qu'il fera de l'arrestation de Spider, en fait, sa priorité. Le truc qui est vraiment, vraiment intéressant, notamment dans ce premier épisode, c'est que tu as la relation entre Peter et Gwen, qui prend une toute autre dimension, parce que Peter se sent forcément un peu responsable de la mort du Captain Stacy. Pour Gwen, évidemment, Spider-Man est totalement responsable, même si dans les faits, c'est plus compliqué que ça. Et donc forcément, ça ajoute une lourdeur en fait à cet épisode qui est vraiment, vraiment de mise, très très bien. J'ai tout particulièrement apprécié. Je peux pas trop en dire parce qu'on est vraiment sur le début d'un arc, hein, pour moi. Et j'ai tout particulièrement apprécié aussi la conversation entre Jameson et Robbie à propos de la loi et de l'ordre. À propos de, on sent que J. Jonah Jameson, évidemment, il a envie de soutenir Bullitt, même si c'est une merde, tout simplement parce que cette merde-là peut lui offrir sur un plateau le fait que faire tomber Spider-Man. Et Robbie, je pense même qu'il est en train de démissionner en fait du Bugle. En tout cas, c'est ce qu'on en comprend, parce qu'il dit, non, mais peut-être, ok, l'ordre et tout, mais à quel prix? L'ordre, si c'est l'ordre par les fascistes, ça ne sert strictement à rien. On est en 1970. Et comment ne pas réfléchir aux mots en fait qui sont dits là, et par rapport à la situation de notre pays. Tu vois, on peut tous extrapoler, réfléchir à. Il y a un message politique derrière qui est hyper intéressant. On peut le soupçonner d'être naïf, ce message politique, mais moi je le trouve en fait ultra pertinent. Oui, il faut de l'ordre,
oui, il faut que ce soit carré, mais tous les moyens ne sont pas bons en fait pour mettre de l'ordre. C'est pas vrai. Enfin, vouloir de l'ordre absolu et donner les clés à des gens qui sont des fachos, c'est une folie en fait. C'est l'assurance en fait d'avoir des morts et des principes démocratiques qui sont bafoués. Après, peut-être que j'extrapole un peu, mais pour moi, il y a vraiment tout ça derrière, vraiment. Et Il y a de encore une ça, fois, ouais. je peux pas m'empêcher de penser aux trous du cul qui disent ouais, mais il ne doit pas y avoir de politique dans les comics. On prouve depuis 62 que dans les pages de Spider-Man, faites de manière différente de ce qu'on peut voir maintenant. Mais il y a aussi ça. Tout simplement, c'est pas que ça fait de la politique, c'est que ça te raconte une partie de notre société. Et donc forcément, bah, ça prend des positions. C'est obligé. Et voilà, putain, et Sam Bullitt qui a vraiment la gueule de ce qu'il est, c'est-à-dire un connard. Et j'ai hâte d'aller sur 71 pour voir la suite. Juste un petit arrêt aussi sur cette pause-là. Ouais. Jill Kane qui est responsable de, je pense, de tout le marketing de Spider-Man depuis les années 70. C'est vraiment des poses que tu as revues sur plein de produits dérivés, quoi. C'est l'utilisation du Spider-Signal. Il y a cette planche absolument folle où tu vois la course-poursuite avec le criminel, mais qui est faite sur une seule case. Ouais, oui, Tu vois putain, oui. c'est très malin parce que c'est pas juste une course-poursuite bête et méchante avec les cases qui s'enchaînent, c'est vraiment fait dans la continuité, quoi. Et là, pareil, encore un élément qui prouve qu'on avance. Et ben, je rajouterai pas grand-chose parce que Bullitt, moi, à part le nom qui m'a beaucoup fait penser au personnage de Cadmerade dans Qui a tué Pamela Rose. Voilà, mais C'est peut-être un pareil. hommage. Hein. Ah, peut-être, je sais Je pas. serais Je serais hyper très étonné. étonné. C'est un personnage en plus qui a pas eu de postérité, un Bullitt de mémoire. Mais du coup, c'est intéressant de voir comment il y a une récupération politique de la mort de Georges Tessier aussi, quelque part. Hein. C'est pareil, encore une fois, un parallèle à faire avec le monde actuel, mais on utilise parfois des événements dramatiques d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein, mais à des fins pas toujours très glorieuses. Là, c'est un peu ce qui se passe avec, du coup, comme tu disais, l'échiquier de la morale qui se. Enfin, la petite barrière de la morale qui se balade un petit peu sur sur cette ligne-là. Et Robbie, qui encore une fois, de plus en plus, devient le personnage, le MVP, comme on dit, de cette série, le personnage incontournable, quoi. Et moi, j'aime beaucoup cette relation entre Jameson et Robbie qui s'étoffe, qui devient beaucoup plus nuancée. Et j'aime aussi beaucoup la tournure que prend la relation Peter et Gwen, à des années-lumière de ce que sera leur relation dans les films Amazing Spider-Man, où Gwen sera très différente puisqu'elle saura le secret en fait d'entrée de jeu, donc elle va avoir un rapport beaucoup plus light par rapport à la mort de son père, où elle va savoir que Peter évidemment ne l'a pas tué, que ça va enlever cette partie-là, mais d'un autre côté, ça va rajouter une partie beaucoup plus, peut-être beaucoup plus enfin moins cliché, parce qu'à l'époque ça l'était pas, mais en tout cas aujourd'hui il y a ce côté un peu cliché de la Vinterès qui est persuadé que le héros a tué son proche, et en fait le héros c'est son petit copain, quoi. Donc, mais quelque part j'aime bien. Bon, il y a des positions qui font très cliché aujourd'hui, mais tu vois la pose, je jure que je vais tout faire pour arrêter Spider-Man, enfin, ça passe, parce que du coup l'événement est tellement marquant que le personnage, tu l'as vu grandir, tu l'as vu évoluer, t'as envie évidemment que le personnage soit vengé, tu vois, de l'extérieur. Et Gilles c'est un Kane très que bon je trouve épisode. un petit peu moins bon que Romita sur les visages, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a certains visages. Après, il tente des trucs au moins, tu vois. Mais il y a certains visages Oui, comme de toute façon, celui du dessous, comme ça, là. il y a un moment Mais donné, c'est faut pas moins précis. pinailler. C'est moins précis. Le coup de crayon est un peu plus rêche. Bon, après, ça colle à l'ambiance aussi, mais l'ancrage doit jouer aussi, je pense. Bah, c'est Mais ouais, l'ancrage de Romita pour le coup. Alors, est-ce que Romita, il avait les Ah, boules d'avoir perdu sa place et qu'il lui jetait des pots de banane? Non, je crois pas. Je crois pas. ouais, je pense pas quand même. J'en sais rien. Puis on finit sur un cliffhanger. Donc, du coup, Gwen se retrouve en face à face avec Spider-Man et Bullitt. Et du coup, réponse en 1971 pour la suite. Ah bah, un Mais voilà. cliffhanger qui dit on va pas attendre 6 mois avant de faire 71. Je préfère être très net. Oui, oui. Je te le dis tout de suite, c'est le genre de cliff où on va pas attendre un an, hein, parce que Ah, sinon je vais ah péter non, un câble. clairement pas. Non, ben, enfin, mais putain, enfin, vraiment, je suis pris dans cette lecture, Cette c'est ambiance, assez. cette ambiance m'avait manqué. Parce que vraiment, moi, Ouais. je trouve que. Bon, il y a ça, puis le fait que j'ai vu un film il n'y a pas longtemps sur Spider-Man, un nouveau truc qui reprend un peu cette ambiance-là, justement. Cette ambiance des années 60-70, enfin surtout 70. Cette ambiance vraiment. Là, je te rejoins, mais on évoquera ça bientôt aussi entre nous, mais où Spider-Man, dans son plus simple appareil, est 10 fois plus efficace qu'un Spider-Man avec beaucoup d'artifices un peu bête et méchant. Et je comprends ta position là-dessus, et j'ai tendance à la rejoindre, puisque le Spider-Man que j'aime, c'est le Spider-Man
simple, en fait. Le Spider-Man qui va avoir des proches en danger, qui va tout faire pour réussir à sauver tout le monde, mais qui va pas y arriver. Et ça, c'est quelque chose qu'on a dans cette année-là et qu'on va avoir de plus en plus forcément au fil de l'histoire, au moins jusqu'aux années 2000, quoi. Et je suis très amoureux de cette version-là du personnage, de cette version qui n'a pas besoin de recourir à aujourd'hui des tropes qui sont devenus un peu agaçants, comme le multivers ou comme les voyages dans le temps, ou comme les clones. À l'époque, c'était simple, on suivait une ligne directrice, il y avait des éléments marquants sans pour autant tomber dans les clichés un peu du genre. Et moi, c'est une ambiance que j'aime beaucoup et qui restera, je pense, ma version préférée. On en a parlé en plus à ceux qui ont vu le Barbe Quiz. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le voir. Mais à l'époque, la semaine dernière, quand Oz m'avait posé la question, quel est ton Spider-Man, quel est Spider-Man que tu verrais, bah, c'est clairement un Spider-Man de cette trempe-là, en fait, que je verrais au cinéma dans une nouvelle saga avec des enjeux tout aussi importants, mais beaucoup plus maîtrisés, en fait. Voilà. Et juste pour revenir sur ça, tu sais, moi, c'est un secret pour personne, j'adore la bouffe, et c'est très très souvent, non mais c'est une marque de fabrique, et je sais pas pourquoi, mais en fait c'est très très souvent, c'est peut-être aussi un cursus perso qui fait que j'ai des références en fait là-dedans, mais c'est souvent en fait que je fais des parallèles entre la gastronomie et les comics, et c'est pas anodin, en fait pour moi les deux c'est de la culture. Les deux, c'est de la Oui, culture. bien sûr. Culture, c'est deux trucs totalement différents, mais et vu que les deux, c'est de la culture, tu peux faire souvent des parallèles. Et à chaque fois que tu vas discuter avec des grands chefs, en entendre parler de ce qu'ils disent, comment cuisiner tel produit, à chaque fois, ils vont te dire, plus un produit en fait est de base en fait de grande qualité, et plus il faut faire les choses simplement. Si tu as un magnifique poulet de Bresse qui a été élevé d'une manière absolument merveilleuse et tout, ça sert à rien de vouloir venir m'y foutre des pots d'ananas dedans, attends, je vais y coller des noix de cajou. Non, fais les choses simplement, et le produit en fait révèle de lui-même en fait toutes ses saveurs. Spider-Man n'est pas un produit. Ça l'est, marketingment parlant, tout ça, c'est pas un produit, mais c'est surtout le fruit d'une construction à travers les années. Et il y a tout un tas de gens, et c'est ça que je trouve fascinant, c'est que pour l'instant, on est encore sur Stan Lee scénariste, pas que on sait la plus ou moins grande importance qu'il a sur les scénarios, mais Stan Lee aux commandes malgré tout, et avec à chaque fois des gens différents qui ont marqué leur époque et qui ont surtout marqué le personnage. Ditko, Romita Senior, et je suis en train de le découvrir, Gilles Kane. Et pour moi, si tu veux, Spider-Man, c'est un petit peu l'accumulation de tout ça. Et évidemment que j'aime les histoires qui vont revenir en fait à l'essentiel. À l'essentiel, respecter le personnage, respecter les codes qu'on connaît en fait depuis toujours, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de plus de trucs pour faire de bonnes histoires. Et après, il faut simplement laisser parler le talent des chefs, le talent des dessinateurs sur ces produits-là, et essayer d'apporter aussi leur pierre à l'édifice. Mais quand tu commences à balancer du Spider-Verse, du machin, du truc, c'est de la pizza à l'ananas. Voilà. Vous trouvez ça très bon devant un match de foot, la pizza à l'ananas. Je suis désolé, on gagnera pas une Coupe du Monde de pizza avec une pizza à l'ananas. Et bah là, c'est pareil, tu vois. On sait très bien ce que Voilà. tu penses quand tu vois une pleine page remplie de Spider-Man. J'ai envie de me foutre en l'air. Citation, messieurs, dames. Citation qui est notée, archivée dans le cahier du Webel. Ouais, voilà. Et en tout cas, voilà, c'est cette impression que j'ai Vas-y. eue, là, c'est parce que c'est les débats qu'on a actuellement aussi entre nous, mais c'est aussi cette impression que j'ai eue en relisant ça, parce qu'on est clairement dans cette période-là, quoi. Cette période simple avec le costume rouge et bleu, les gadgets très minimalistes, mais pour autant quelques avancées, comme on disait au niveau de la toile avec Octopus. C'est très bien, j'en veux pas plus en fait. J'en veux pas plus, et pour moi tout le reste, après, alors je vais pas dire que, pas globaliser non plus, hein, moi je kiffe parfois les tours de force que font les auteurs avec certains concepts liés à Spider-Man, mais il faut que ce soit mesuré pour ma part et il ne faut pas que ce soit non plus poussé trop loin. Et c'est souvent malheureusement le problème que j'ai actuellement et ce qu'on n'avait pas à l'époque, parce qu'à l'époque le personnage était encore frais et nouveau. Soit c'est poussé trop loin, et alors des fois il y a des concepts qui sont poussés trop loin, et des fois on veut surtout pas bouger Spider-Man. C'est étrange. C'est-à-dire que d'un côté on veut l'immobilisme, et de l'autre côté il y a des trucs qui sont absolument extravagants et complètement cons. Alors que, tu vois, on est plutôt sur une volonté, nous, d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple, voilà, mais qui est en perpétuelle évolution. Ça grandit, ça bouge. Il vient d'y avoir un mort, quoi. Il se passe pas rien. Voilà. Il a pécho Gwen. Il se passe pas rien.
Bah, tu vois, Alors, juste avant qu'on aille en fait sur ma petite tradition, quand même, je voulais rappeler brièvement cette miniature, donc du coup, qui sera absolument magnifique, et ça me semble important, et cette tête absolument choquée de ta part. Alors, petite Je suis un grand explication de expert. Hein. miniature. Je suis un grand expert. Woodstock qui a eu lieu en 1969. Donc normalement, j'aurais pas dû pouvoir le faire en 1970, Et mais ouais, fort t'as voulu heureusement. une. Et voilà. Mais il y avait la Lune, et puis fort heureusement, il y avait un film Woodstock en 1970, donc on est sur un hommage. Voilà, Oh là 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 là, il s'en tout sort bien. simplement. Regardez le petit regard satisfait quand même. Tu sais pourquoi j'ai un regard satisfait? Parce qu'on va attaquer 71. Il l'a déjà regardé. Moi, je suis plus Je impatient. viens juste de la sortir, et je n'ai pas regardé le dos. Je ne sais Attends, pas, en fait. on le fait ensemble. Ouais, On le fait bah, je ensemble. t'attends. Je t'attends. Bah, j'enlève ma caméra parce que les gens qui auront vu le bêtisier sauront pourquoi. Ah, ou bah, du coup, je vais le mettre, du coup. Oui, c'est un petit instant que j'aime tout particulièrement. En fait, c'est juste avant de la lire, juste à la fin de cette émission, regarder en fait les couvertures de l'année suivante. Allez. Alors, bah, ça, on nous le disait, mais j'avais un peu de mal à le comprendre. Ouais, effectivement, Iceberg à l'attaque. Oui, bon, Ok. un épisode qui n'est pas marquant de mémoire. Oui, ça a l'air d'être une Black Widow, je pense. Hein. Le rôdeur de retour. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est quand même bizarre. Les ailes de la mort. Le scarabée. Putain, le scarabée, quoi. Et retour aux origines de Speedy, ok. Ça Oh là là. chauffe sur Londres, l'otage doit mourir, ok. L'épisode 96 par contre. Oh alors, 96, j'ai pas vu, mais j'ai vu 97. Alors 96, ok, le retour du bouffon. Non, c'est pas ça. C'est le 96, c'est le premier épisode qui a été validé, tu sais, sans le Comics Code Authority. D'accord. L'épisode de la Oh Harley qui change. putain, ouais, il n'y a pas le Voilà. truc. Oh, ok. Le retour du bouffon vert. Ok. Bien sûr. Panique à la prison. Et là aussi, c'est quand même un truc qui revient quand même régulièrement. On a déjà eu un truc comme ça dans la prison. Donc, ouais, vas-y, feu. Ouais. Oh putain, ouais, l'épisode 100. Et je sais pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Morbus. Ok. Oh putain, tous les bras de Spider-Man. Ça aussi, hein, ça moi je connais. Enfin, je connais pas cet Moi aussi. épisode-là avec tous les bras, mais putain, mais il l'a aussi après avec de nouveau le lézard. Et à la fin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un anneau? Non, c'est un épisode classique avec Gwen et Peter en Terre sauvage. D'accord, ok. Alors, Pourquoi pourquoi pas? Mais alors, je peux te dire que. Alors, moi, j'ai lu la grosse moitié de cette intégrale. Là aussi, hein, il y a des épisodes que j'ai pas lus. Mais l'épisode du 96 jusqu'au 102, c'est masterclass pour moi. Mais on en reparlera. Et je sais déjà Alors, quelle couve il va falloir que tu choisisses. il y a quand même un truc. Je regarde le nom en fait des protagonistes. Stanley, Romita Senior, Kane, Roy Thomas. Est-ce qu'on est sur le départ de Stanley? C'est pas impossible que le monsieur il commence à. Il a arrêté Non, les. tu le retrouves encore un peu après de temps en temps, mais Oui, ouais, pas longtemps. il va commencer à plier les Gaules. Ouais. D'accord. Autant te Là dire aussi. Hein. que l'épisode 100, autant te dire que la couve elle est mythique, hein, bien sûr. Ouais. Mais je sais pas du tout de quoi ça parle, vraiment. Mais Moi, tu verras. je m'arrête sur le retour du bouffon vert. Ah là, qu'on n'a pas vu depuis long bout de temps. Hein, Ben oui, et cette année, tu vois, il n'y a pas eu du tout de petits rappels, tu vois, sur sa mémoire, elle commence à revenir. On en était resté là. Hein. Elle commence à revenir, sa mémoire, elle commence à revenir de plus en plus. Mais on savait pas si elle était revenue totalement. Et voilà. Oh putain, bon, allez, on attaque ce soir. Non, mais bientôt. C'est bizarre, il est de quelle couleur celui-là? Il est gris, il est pas bleu. Bon, ça, il est gris. Bah, d'habitude, moi, ils sont bleus T'as la à nouvelle édition, l'intérieur. toi. Et là, c'est gris. Et ben moi, il est bleu. Bah merde, pourquoi moi il est gris? Il Petite n'y a jalousie. plus de couleur pour la tienne. Putain. Ouais, c'est pas grave, je prends quand même. De toute façon, j'ai pas le choix. 71 qui est une. De toute façon, jusqu'à 75, là, tellement. Oh, je le feuillette, je devrais pas. Allez, j'arrête. Grosse Jusqu'à erreur de feuilleter. 75, pour moi, franchement, sauf grosse surprise de ta part, hein, mais à mon avis, on est sur du bon. On est sur du bon jusqu'à 75. Ouais, non, mais.
Moi, je sais que même après, la bascule se fera, mais d'une facilité hallucinante, parce que les années 80, je joue à domicile, j'ai envie de dire. Je suis né en 82. Je sais qu'il va mettre son petit blouson en cuir. Et c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Mais, les mecs, quand j'étais tout petit, les mecs qui se promenaient avec des. Bah, j'étais vraiment gamin. Les Déjà la mecs qui se barbe? promenaient avec des blousons. Connard. Les mecs qui se promenaient avec des cuirs, c'était les loupards, quoi, tu vois. Ouais. C'était des voyous. Alors que c'était pas ça, mais dans la tête des gens, c'était souvent ça, des vieux et tout. Bref, bon, on en reste là. C'était vraiment un plaisir. Tu voulais Oui. un petit mot quand même? Non. Un plaisir Ouais, hâte que tu vois Morbus, hâte que tu vois la saga des 6 bras, hâte que tu vois le 100e épisode et on va se régaler. J'ai On a jamais encore de lu belles un années épisode devant avec Morbus. nous. Voilà. Ça va être l'occasion d'en voir un. Avec sa tête de con, là. Moi, on va voir si bon. je vais aimer Morbius. Évidemment, tous les liens sont en description. Le lien unique pour aller sur ta chaîne YouTube, pour suivre l'intégralité de toutes tes émissions. Pas de vidéos, que des lives à thème. Des lives absolument magnifiques avec une préparation au millimètre entre le professeur de faculté des sciences et le prof d'histoire géo, mais toujours très très carré. C'est absolument magnifique. Non, mais vraiment. À défaut d'avoir la technique, on essaie de peaufiner le reste, quoi. C'est un peu le souci. Ah, mais c'est plus que peaufiné. C'est plus que peaufiné. C'est absolument génial. Allez voir, si vous aimez, abonnez-vous. Ne vous abonnez pas simplement pour lui faire plaisir. Il s'en bat les couilles. Moi, par contre, abonnez-vous pour me faire plaisir. J'ai reçu un courrier de YouTube. Mais tout à fait. Il est où d'ailleurs? Attends, merde, je l'ai mis où? Il a besoin que vous le souteniez. Du coup, abonnez-vous, hein. Puisque voilà, maintenant Google AdSense, tout ça, toi-même tu sais. Non, mais voilà, si vous aimez, abonnez-vous. Si vous aimez pas, ne vous abonnez pas. Ça sert strictement à rien de monter des piles d'abonnés si c'est que des gens qui connaissent pas ton travail ou qui veulent pas te suivre. Ça n'a aucun sens. Donc, on avance, avancer, oui, mais qualitativement, pas comme des cons. Ça sert strictement à rien. Voilà, c'était le mot de la fin. C'était pas top ce mot de la fin, mais en tout cas, il était sincère. Merci Anto. Merci G. Maintenant, je vais commencer à négocier pour savoir quand c'est qu'on attaque 71. Gros bisous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. On se retrouve évidemment dans les commentaires pour parler de cette intégrale, de Gilles Kane, etc. etc. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez à Anto, parce que c'est quand même lui qui est le plus à même de répondre à tout ça. Et il vient régulièrement dans les commentaires. Et s'il ne vient pas, je serais très étonné. Parce que je cru que tu allais dire je vais le choper, puis je vais le faire venir. Bah non, parce que je l'ai vu plusieurs fois en vrai. Il est beaucoup plus grand que moi. Et je suis pas sûr d'avoir la loi, donc. Parce que, on le rappelle quand même, hein, la colonne en U, c'est vite arrivé. Bisous tout le monde, à bientôt dans la rubrique de G. Salut. Est-ce qu'on est bon là? Alors, tu veux dire en termes de lumière? Oui. Ah bah oui, très très bien. Comme ça là? Ouais, c'est très comme bien. Ça. Bien sûr. Oh, écoute, on n'est pas des professionnels à un moment donné. Vu ta gueule, c'est pas un problème de lumière. Alors. Oh là là, le gros, regarde ce qu'il reçoit. Google AdSense. Tu vends ton cul à Google? Oui. Ça, c'est quand tu monétises en fait ta chaîne. Après, il t'envoie un truc, un code, un machin et tout. Large. Bon. C'est bien le problème, ça. Hein, de quoi? Nombre de vendus. Alors. Le 85, c'est lequel? Le Cade contre-attaque? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Que j'essaye de me remettre quand même les épisodes dans la tête. Ouais, vas-y, remets-les dans la tête. Ah putain, puis elle a refait une syncope, la vieille, c'est vrai. Bah ouais, sale pute. Tellement gratuit, putain. Oh, il est magnifique celui-là. Le plan à la Snyder en plus dans le teaser là. N'empêche qu'en attendant tous mes plans à la Snyder, il les réutilise. C'est vrai. Le plan à travers la fenêtre pour regarder la bière. Le plan sur Lascaux. J'ai un petit. Les grottes de Lascaux. Allez, là on est bon, là on est prêt là. Mais allez, sa mère là. Bisous tout le monde, à bientôt dans la rubrique de G, salut.
Touloum, touloum, touloum. T'es sûr? T'as pas coupé. Ah non, j'ai pas coupé. Non. T'as pas coupé. J'aurais dû. Hein. Tadadam, tadadam. C'est terrible comme chaque action est vraiment sous-pesée dans ces émissions, quoi. Mais Je peux pas faire ce que je veux. Pendant 2 heures, t'as été impeccable, carré et tout, tu vois. Pas une faute de goût pour finir dans le bêtisier. Et juste à la fin. Mais pourquoi faire? Je sais pas faire.